théâtre, avec des artistes, des jeunes compagnies, des professionnels. On remercie vraiment très très chaleureusement toute l'équipe du Montfort de nous accueillir, de rendre ça possible, contre vents et marées, puisqu'en fait c'est un lancement qui d'abord ne devait pas être professionnel, qui finalement l'est, qu'on a pu maintenir, et pour nous c'est vraiment très important d'être là avec vous. Donc merci à Camille Auger, merci à Laurence de Magalès, merci à toute l'équipe du Montfort pour cet accueil. Je suis Laura Pardonnet, je suis la directrice d'Acté, et je suis accompagnée de Camille Tirolois, qui est en charge de la coordination des projets de l'association. Dans la salle, vous avez d'autres membres de notre équipe. Je ne les vois pas tous, si elles sont par là. Il y a Emma Gadebois qui est chargée de production, Cory Garnier qui est chargée de communication, Benjamin Staron qui est notre trésorier, Laura Kizar Ayad, je ne sais pas exactement où elle est, mais qui est une nouvelle bénévole qui vient de rejoindre le projet, et Valentin Brunella qui est un ami qui nous aide aujourd'hui très gentiment, qui est bénévole pour l'association aujourd'hui. Et bien sûr, les plus importantes, c'est les 31 compagnies adhérentes d'Acté. Toutes ne sont pas là, mais beaucoup sont là dans la salle. Merci d'être là, parce qu'en fait, c'est vous qui donnez du sens à notre projet. Et merci bien sûr à nos invités qui vont débattre avec nous pour cette table ronde sur la question du repérage artistique. Merci à Laurence de Magalès, co-directrice du Montfort Théâtre, à Élodie Zurcher, directrice du Centre Paris à Nîmes-Léal-Le Marais, à Floréal Comte et Nourvillière, représentants de l'association théâtrale des étudiants de Paris 3. Bienvenue à tous. Et on attend du coup Valérian Guillaume, qui est metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Désirade, qui est membre d'Acté et qui nous donnera un peu la parole d'un artiste sur cette question du repérage artistique. Alors peut-être que pour commencer, je vais juste vous présenter un petit peu l'association, parce que certains d'entre vous connaissent déjà le projet, mais peut-être pas tous. Donc Acté, c'est une structure d'accompagnement artistique qui a vocation à repérer, accompagner et rendre visibles de jeunes compagnies théâtrales sur leur territoire. Le domaine, c'est vraiment le spectacle vivant, donc plutôt théâtre, danse, performance, et pour l'instant, le périmètre, c'est le Grand Paris. Voilà, on se limite un petit peu, après les choses pourront être amenées à évoluer, mais en tout cas, pour l'instant, on se restreint à ce territoire-là. Et le but, vous l'avez compris, c'est vraiment de soutenir la jeune création contemporaine, ce qui nous semble d'autant plus important vu la crise qu'on traverse aujourd'hui et vu les fragilités des jeunes équipes artistiques aujourd'hui. Le point de départ de ce projet, c'est l'aventure Actéfac, que certains connaissent peut-être, qui est un dispositif d'accompagnement que j'ai cofondé en 2013 au sein de l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, et dont l'objet était d'accompagner vers leur insertion professionnelle des étudiants artistes de notre université, en leur proposant d'abord du parrainage artistique en partenariat avec toute une série de structures culturelles partenaires du Grand Paris et des artistes évidemment, en montant pour elles également des parcours de formation, aussi bien sur l'artistique que sur l'administratif ou le technique. C'est un des points importants d'Actéfac, c'est qu'en fait Actéfac propose un parcours de formation d'une centaine d'heures de formation avec de très nombreux rendez-vous sur la structuration du projet de compagnie, parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes artistes avaient souvent une idée artistique et un geste artistique assez clair et précis, mais qu'ils avaient besoin d'être accompagnés sur la structuration de leur projet, d'être entourés, et que c'était vraiment à cet endroit-là qu'on pouvait, nous, être utiles grâce au réseau de partenaires professionnels qu'on avait. Et le dernier objet d'Actéfac, c'était évidemment la visibilité de ces jeunes artistes. Vous êtes peut-être déjà venus voir le festival Actéfac au Théâtre de la Bastille, ou le rappel d'Actéfac au Théâtre de l'Opprimé et au Centre Paris à Nîmes-Léal-Le Marais. Je précise d'ailleurs que la 7e édition aura lieu au Montfort Théâtre, devait avoir lieu là au mois de février, et du coup sera reportée en mai. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. On a créé ce dispositif, et assez vite, on s'est rendu compte qu'il touchait des limites, et qu'en fait, c'était intéressant de réfléchir à mettre en place une structure d'accompagnement, pas limitée à une seule université, mais à plus de créateurs issus des universités. Et c'est vraiment dans cette volonté-là qu'on a créé Acté. On s'est un peu autonomisé, on est sorti, on veut garder ce lien avec l'université. C'est aussi pour ça qu'il y a autour de la table des représentants de l'association théâtrale des étudiants de Paris 3. Mais voilà, on a une volonté d'ouverture, et c'est ce qui nous amène à créer cette association,
dont les activités se décomposent en 3 volets. Le premier est le réseau, et aujourd'hui on est là en fait pour faire réseau, c'est-à-dire permettre à de jeunes artistes de se retrouver, d'échanger dans un espace solidaire, bienveillant. On réfléchit ensemble à l'émergence. Ce cycle de rencontres fait partie en fait de ce volet réseau. Et plusieurs autres rendez-vous auront lieu tout au long de l'année. On pense mettre en place des speed dating entre jeunes metteurs en scène, metteuses en scène et administrateurs, administratrices, de faire des présentations de maquettes, en tout cas toute une série d'événements qui permet aux jeunes artistes de se rencontrer, d'échanger et de grandir ensemble et de s'insérer professionnellement ensemble. Ça nous permet aussi de rassembler à la fois des jeunes compagnies et des structures comme le Montfort et d'autres qui sont engagées pour soutenir la jeune création artistique et des artistes mobilisés. C'est vraiment essayer de faire vivre tout ce réseau qui existe depuis 8 ans et qui ne demande qu'à s'étoffer encore. Le deuxième volet, et c'est sans doute le cœur du projet depuis le début, c'est l'accompagnement. Comme je vous le disais, avec Actefac, on a pu éprouver ce que c'était de monter des parcours de formation pour des jeunes artistes. L'ambition d'Acté, c'est dès septembre 2021 de proposer à de nouvelles compagnies issues des universités d'Île-de-France de profiter de ces dispositifs d'accompagnement, de notre expertise dans ce domaine-là, et du coup de leur proposer des parcours composés d'une centaine d'heures de formation, d'un parrainage artistique et de temps de visibilité dans différents lieux culturels partenaires. Enfin, le dernier volet d'Acté concerne le lien avec les territoires, puisque grâce à Acté et ses 31 compagnies membres et ses partenaires, on a vraiment un vivier, en fait, un vivier d'une extrême richesse dans nos mains, face à nous. Et l'idée, c'est de créer des ponts entre compagnies et avec structures pour imaginer ensemble des projets de territoires singuliers à destination de publics divers, ne pas se limiter à juste faire des festivals dans des salles de théâtre, c'est déjà énorme, mais d'aller un petit peu plus loin dans cette mise en commun. Et voilà, c'est le troisième volet d'Acté. Pour conclure cette petite premier temps de présentation, on a créé Actefac et on crée aujourd'hui Acté parce qu'on se retrouve, enfin pour ma part depuis 10 ans, confronté à des jeunes artistes prometteurs qui ont besoin d'accompagnement. Et c'est vraiment ça qui nous amène à créer Acté aujourd'hui. Et on est d'autant plus déterminés qu'en fait la crise qu'on traverse est terrible pour la jeune création théâtrale. On va sans doute en parler autour de cette table, qu'on est assez inquiète. Et du coup, pour nous, c'est vraiment une nécessité de lancer ce projet. Et on est vraiment heureuse en fait, d'être là avec vous et de pouvoir le faire naître sous une bonne étoile tous ensemble. Je passe maintenant la parole à Camille. Du coup, pour revenir un peu sur la création d'Acté, on a fondé l'association en juillet dernier et on a vraiment eu 2 rendez-vous qui nous ont permis à la fois d'affiner le projet et de préciser nos ambitions et notre identité. Donc un premier temps qui a eu à la fin de l'été avec plusieurs professionnels du spectacle vivant, dont la plupart sont partenaires du dispositif Actefac de la Sorbonne Nouvelle. Et un second temps où on a convié en fait toutes les compagnies qui sont passées par Actefac. On leur a représenté du coup notre projet, on a été à leur écoute, on voulait un peu savoir ce qu'elles avaient envie de faire avec nous. Et du coup, à l'issue de ça, on a lancé une première campagne d'adhésion. Et aujourd'hui, 31 du coup, compagnies sont membres du réseau. Nous en arrivons donc à aujourd'hui, le lancement d'Acté. Toute l'équipe est vraiment très heureuse de vous présenter le projet. À l'origine, c'était être un moment du coup ouvert à tous et toutes, composé de 2 temps. Donc un temps table ronde, moment de réflexion, suivi par un temps vraiment dédié aux compagnies du réseau. Voilà, on imaginait une sorte de déambulation, performance dans le théâtre. Bon, malheureusement, Covid oblige, on a dû un peu repenser cette journée. Et donc on s'est consacré à la table ronde et on a rendu l'événement on l'a transformé en lancement professionnel. Du coup, on espère quand même pouvoir organiser un événement festif en mettant en avant le travail des compagnies cet été, avant l'été idéalement, si la crise sanitaire nous permet, bien sûr. Et pour revenir à la journée d'aujourd'hui, du coup, cette table ronde dédiée au repérage artistique, il s'agit du premier volet d'un cycle de 3 rendez-vous que l'on vous propose. Donc, voulant répondre à cette question, comment accompagner la jeune création théâtrale aujourd'hui, du repérage à la diffusion? Du coup, cet après-midi, on va vraiment se concentrer sur le repérage artistique, méthode, outils et impact. Ensuite, rendez-vous au Théâtre de la Cité Internationale le samedi 10 avril, où là, on s'interrogera plus sur les parcours d'accompagnement de la jeune création artistique, analyse des besoins, réponses et articulation.
Et enfin, Théâtre de la Reine Blanche le 4 juin, où là on parlera plus de la visibilité, donc de l'accompagnement à la programmation. L'idée de ces 3 rendez-vous, c'est vraiment de se rencontrer divers acteurs du spectacle vivant et de mélanger un peu les points de vue. Du coup, on va retrouver des directeurs, des directrices de lieux, des compagnies qui font partie du réseau Acté, des associations, des enseignants-chercheurs. Pour nous, c'est vraiment un moyen de mener une vraie réflexion sur notre projet, sur l'objet même de l'association, et de permettre aux compagnies, à la fois du réseau, mais à d'autres compagnies qui sont en train de monter leur projet de compagnie, d'avoir des ressources de réflexion. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a décidé de capter la rencontre et on la diffusera très largement sur nos réseaux. Du coup, je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, et on a aussi une newsletter, donc vous pouvez vous abonner à la newsletter. Et on sera disponible à la fin de l'échange dans le hall du théâtre si vous avez d'autres questions. Voilà, merci beaucoup. On accueille Valérian Guillaume, qui est du coup metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Désirade, qui a pu profiter du dispositif Actefac en 2014-2015, comme ça, et qui est membre d'Acté. On va du coup pouvoir passer aux échanges. Sur cette question du repérage artistique, juste pour vous dire, nous on a quelques questions à poser évidemment à nos intervenants, on va vous laisser prendre la parole, vous pouvez interagir, vous voyez qu'on n'a pas assez de micro, du coup on est obligé de garder les masques, c'est la petite contrainte, on s'étouffe un peu mais ça le fait, on s'y habitue. Et bien sûr, on laissera la parole à la salle, il y aura plusieurs moments d'échange avec vous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, c'est vraiment le moment. Pour commencer, peut-être que vous pouvez chacun vous présenter un peu plus en détail que je ne l'ai fait, en essayant de répondre à cette question, plutôt de nous donner votre point de vue sur cette question, qui est la suivante. Encourager la jeune création artistique, est-ce pour vous, aujourd'hui surtout, un devoir, une nécessité ou une lubie? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut y répondre d'emblée? Laurence? Bonjour, ça marche là? Déjà, je suis ravi de revoir une salle un peu pleine. Ça fait plaisir de voir plein de jeunes comme ça dans notre salle. Ça fait vraiment bien longtemps maintenant qu'on ne vit plus ça. Et vraiment, ça fait chaud au cœur et j'espère qu'on va vite reprendre le chemin de nos salles. Alors, concernant cette jeunesse, la jeunesse là, qui est là aujourd'hui et qui démarrait dans cette vie artistique, alors, est-ce que c'est un devoir pour nous, une lubie ou une nécessité? Donc, la lubie, non. Hein. Je ne sais pas vous cacher, c'est pas une lubie. Un devoir non plus, parce que c'est pas un devoir pour nous. Enfin, en tout cas, c'est pas dans notre charte de notre théâtre de dire que c'est un devoir de recevoir l'émergence ou la jeunesse, mais c'est bien une nécessité. C'est vrai que pour nous, il nous paraît primordial, et enfin, c'est primordial aujourd'hui de vous avoir, parce que vous êtes des acteurs de demain sur nos plateaux. Et donc, vous êtes indispensables, en fait, et vous êtes la jeunesse. Et c'est celle qui sera là demain. Vous êtes déjà là aujourd'hui, vous serez là encore plus demain. Et pour nous, c'est vraiment essentiel. On compte énormément sur vous. Vous êtes important parce que vous avez aussi, vous vivez dans une société dans laquelle nous, on n'a pas vécu. Enfin, moi, j'ai 55 ans. Aujourd'hui, je vois bien que les thématiques que vous apportez dans vos scénographies, dans vos questionnements ne sont pas les mêmes que moi j'avais en raisonnement quand j'avais votre âge. Et donc, je trouve que vous nous apportez tout ça. Et on a besoin les uns des autres. En tout cas, nous, ce qui nous concerne au Montfort, je pense que certains, je reconnais quelques têtes, vous fréquentez pas mal le théâtre, c'est vrai qu'on est très proche de la jeune création, avec toutes ces contradictions. Je pense qu'il y aura des questions par rapport à ça, avec ces contradictions, de se dire qu'on est sur Paris, que nous sommes une diffusion de 10 spectacles minimum, et que on ne peut pas... vous êtes très nombreux, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, vous êtes très très nombreux à nous solliciter, et malheureusement, on répond à un quart, voire très peu finalement, dans nos lieux, parce que je me rends compte, je me suis rendu compte il y a quelques années, je me disais que quand souvent des sorties d'école, si je reprends par exemple les cours Florent, tout bêtement, souvent sortaient des collectifs. Or, aujourd'hui, quand vous sortez d'une promotion, que ce soit à l'université ou plusieurs écoles, vous sortez 1, 2 ou 3 spectacles. On retrouve parfois comme ça des compagnies où il y a un metteur en scène mais qui a déjà 3-4 spectacles. Et du coup, on est énormément sollicité. D'où les réponses, des fois, vous devez attendre, qui n'arrivent jamais. Parce que c'est vrai qu'on est énormément sollicité et qu'on ne peut pas, nous, toujours répondre à vos demandes, dans le sens où, comme vous le voyez, on a une salle de 450 places, qu'on est sur des sessions 10, ce qui ramène à 4500 personnes au niveau du public. Donc nous, on aime prendre des risques avec des compagnies qu'on ne connaît pas, et on en a chaque année.
Chaque année, on a des jeunes compagnies qui ne sont pas encore identifiées. Mais dans cette salle-là, en tout cas, on n'est plus sur des artistes en devenir. C'est pour ça qu'on a, dès qu'on est arrivé avec Stéphane Ricordet, donc mon co-directeur, on a tout de suite demandé à la ville de Paris de nous mettre à disposition un autre lieu. C'est pour ça qu'on a une cabane. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle de 130 places qui est là beaucoup plus adaptée pour pouvoir recevoir des compagnies et surtout permettre aussi aux compagnies de pouvoir aussi être en résidence et de sortir et d'avoir un lieu avant de se produire sur Paris, parce que Paris est un enjeu quand même compliqué aussi. Vous savez aussi à combien Paris est un enjeu compliqué et dangereux quand on n'est pas prêt pour se présenter. Voilà, en tout cas, c'est une nécessité, ça c'est sûr. Merci Laurence. Peut-être Élodie. Je viens rebondir sur ce que disait Laurence. Nous, on n'est pas un théâtre. Moi, je dirige le centre Paris-Anime Les Halles de Marais, donc c'est un centre d'animation. Mais on a la chance d'avoir une salle de spectacle au sein du centre et on a mis en place un dispositif d'aide pour la jeune création qui se trouve juste avant, justement, la première programmation dans un théâtre. Donc on est un tremplin où vraiment là l'enjeu c'est de donner l'aide, toute l'aide possible aux compagnies pour qu'elles viennent sur une semaine donc finir de créer leur première représentation, puisque le dispositif a 3 critères, donc moins de 30 ans, compagnie majoritairement parisienne et donc c'est la première création qui se joue sur Paris. Et donc du coup, là, l'idée, c'est justement, nous aussi, c'est une nécessité et je dirais pas un devoir, mais on a vraiment une vocation d'aider. Et donc du coup, sur une semaine, ils viennent finir leur création et jouer 2 dates en co-réalisation dans une salle, c'est ça, d'une centaine de places dans le centre. Et de repartir après avec un spectacle qui a été rodé sur 2 dates, où les compagnies savent où elles peuvent prétendre de jouer. Voilà, c'est vraiment ça, nous, là où on est. Donc on est juste avant, finalement, avant une programmation un peu plus longue. Voilà, donc là où on est nous. Et effectivement, c'est une nécessité, d'autant plus en ce moment où c'est bien compliqué pour tous les jeunes qui créent. Merci. Peut-être du coup, Valérian, Floréal, Nour, enfin, du côté des étudiants, des artistes que vous côtoyez, évidemment c'est une nécessité. On parle aussi de ce nombre de propositions que vous recevez. Enfin, il y a quand même, quand on a mis dans notre question une lubie, c'est juste pour soulever cette question-là, c'est est-ce que c'est bien raisonnable de continuer à encourager des jeunes à déposer des dossiers. Nous, on est les premiers à le faire en créant Acté, mais des fois, c'est des questions qu'on se pose. En fait, on suscite la création, on accompagne des jeunes dans leur processus de création, mais quels sont réellement leurs débouchés et leur insertion professionnelle? Voilà. Du coup, peut-être Valérian, en tant que jeune metteur en scène, tu as été confronté, sans doute, tu as dû déposer plein de dossiers. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu trouves de l'écoute, des oreilles pour tes projets? Bonjour à tous et à toutes, et merci pour l'invitation. Ravi effectivement de voir tous ces visages, ces moitiés de visages en tout cas, devant nous, dans une salle pleine, ça fait chaud au cœur. Oui, pour te répondre, Laura, j'ai l'impression que la jeune création est vraiment intégrée dans cette bataille un peu à la Don Quichotte qui va de moulin en moulin, de dossier en dossier, qui est un petit peu une sorte de mythe de Sisyphe administratif, où parfois de la page à la scène, on a parfois un peu un monde où on doit prétendre, et ça m'est souvent arrivé d'avoir des accompagnements, des aides sur des projets de textes par exemple, puisque je suis auteur et metteur en scène, d'être accompagné et soutenu sur des textes 1 an ou 2 ans à l'avance, alors que le texte n'existait pas, et c'est des textes qui ne seront jamais écrits puisque tout a été transformé. Parce qu'on est aussi, je pense, à un moment donné où on est dans une politique aussi du sujet, c'est-à-dire ça parle de quoi? C'est un peu la question qui revient en permanence, et c'est aussi, je pense, une difficulté qui, je pense, modifie, façonne et bouscule la fabrique des créations émergentes, des créations dites de jeunes artistes, puisqu'on nous demande de nous adapter souvent à des dossiers pour pouvoir répondre à ce fameux de « ça parle de quoi ?» alors que peut-être c'est le spectacle qui parle.
c'est un peu ce que disait Marguerite Duras sur l'écriture, c'est-à-dire souvent quand on lui demandait ça parle de quoi, c'est l'écriture qui parle. Le sujet c'est le spectacle, le sujet c'est l'écriture, le sujet c'est le spectacle. Et j'ai l'impression qu'en imposant parfois des conditions et de durée, et de sujet, de thématisation, d'appel à projet sur des thématiques par exemple, que ce soit par des comités de lecture, etc. Parfois ça va modeler ou en tout cas orienter la création actuelle comme si on attendait quelque chose particulièrement précise sur un état du monde, un état de fait, etc. Ce qui me pose question, et je pense aussi qu'il y a une grande fatigue actuellement, en tout cas je la ressens avec mes camarades pour en discuter, de cette mise en concurrence permanente en fait par ces dossiers-là, qui est assez parfois insoutenable en fait, puisque je connais très peu de jeunes artistes, moi de moins de 30 ans, qui sont identifiés de manière comment dire claire et à qui on fait confiance pour leur prêter des plateaux, etc., avec des financements, avec un peu de confiance aussi sur de la visibilité. Je sens, et d'autant plus aujourd'hui à la fracture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, enfin tout ce qu'on traverse là, je pense qu'il y a une inquiétude générale qui fait que on ne sait pas du tout comment vont devenir ces projets-là. Et c'est vrai que je pense que, pour répondre à cette question, est-ce que je suis content de faire des dossiers? Non, pas du tout. Voilà. Mais c'est toi qui l'as interprété, hein, c'est pas la question que j'ai posée. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, en tout cas, je pense qu'il y a à réinventer là-dedans, et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être peut-être les prémices d'une réinvention, ou en tout cas de penser à une sorte de réponse à ce climat-là dans lequel on est un peu baigné. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce rapport aux appels à projets et aux façons de... Ouais. Oui, ouais. Non. Je parle vraiment de l'institution. Je crois que c'était la question. Oui, par exemple, c'était un peu pour répondre au témoignage précédent. Du côté de Floréal et Nour, donc vous êtes bénévole dans une association étudiante qui est là pour faire naître, enfin qui lance des appels à candidature, des appels à projets pour susciter des envies de création chez les étudiants de la Sorbonne Nouvelle, qui crée un festival, le festival à contresens tous les ans, qui est une association historique de Paris 3, parce qu'elle a été fondée par Ariane Mouchkine il y a 51 ans. Quel est votre positionnement sur cette question, sur les appels à projets? Comment vous repérez à la fac, et dans quelle mesure vous parvenez à accompagner les artistes qui passent dans le festival, les suivre ensuite? Est-ce que pour vous, ce parcours qu'il dessine est fluide? Quel est votre point de vue sur cette question? Alors nous, donc, on est effectivement une association implantée dans une université. On est à un certain nombre de bénévoles, quand même, on est à peu près 25 cette année, ce qui est beaucoup, c'est bien pour une association. Et on n'est pas... on fait chaque année un festival et quelques événements, et l'objectif, c'est pas tant... c'est accompagner certainement la création, mais c'est surtout d'accompagner tout type de création. C'est de la création étudiante, c'est pas que de la création qui se voit être professionnelle plus tard. Il y a aussi de la création amateur, de gens qui ont envie de porter des projets, qui ont envie de faire une idée artistique. D'ailleurs, c'est pas forcément du théâtre. On a de tout. Et en fait, en règle générale, on arrive à avoir de tout parce qu'on a quand même cette chance-là d'être hébergé par l'université, donc d'avoir accès à des salles, de pouvoir faire 2 semaines de festival. Donc on arrive à avoir plein de choses très très différentes et pas que des compagnies émergentes pour la professionnalisation. C'est pas le but de notre festival. Notre but de notre festival et de l'association, c'est d'accompagner les étudiants et la création étudiante. Il y a une différence. Juste sur l'appel à projet que vous lancez chaque année, Valérie, on parlait des contraintes des appels à projets, des appels à candidature qui peuvent formater un peu le geste artistique des jeunes artistes. Souvent, c'est pas, nous on le sait avec Tactefac, les spectacles ne pouvaient pas faire plus d'1h15 parce qu'en fait sinon on ne peut pas les jouer. C'est aussi un conseil qu'on donne aux jeunes artistes de ne pas faire des trucs trop longs. Voilà, est-ce que vous avez l'intuition que votre appel à projet oriente les projets, ou est-ce que c'est quelque chose de très libre? Je pense qu'il oriente les projets au moment de l'écriture. Mais la différence, c'est que donc, toute l'association participe à la sélection des dossiers. Donc on est 25 personnes différentes
à réfléchir sur les dossiers, sur les personnes. Et on se rend aussi compte quand un dossier a été fait pour rentrer quelque part, on s'en rend très bien compte. Et on se dit souvent, mais c'est des personnes qui font leur premier dossier, qui savent pas trop exactement ce qu'elles font. Il y a toujours quelqu'un dans l'association pour penser et un peu se sentir attiré par le projet. Et donc tous les projets se retrouvent finalement défendus par un membre de l'association. Et je pense qu'on arrive à bien passer par cette multitude de personnes qui pensent au dossier finalement, à se pencher sur chacun des dossiers. Mais c'est vrai que dans leur écriture, et donc dans la pensée qu'il y en a eu par les personnes qui les ont écrites, ça reste des dossiers, il y a toujours cette pensée de faut qu'on soit sélectionné. Et c'est sûr, je pense que ça, peut-être pas que ça va modeler la création après coup, mais par contre que ça la modèle au niveau de l'écriture. C'est pareil, on prend des projets qui n'existent pas, enfin qui ne sont pas encore montés, on en prend qui sont finis aussi, même si on fait attention à ce que ça ne soit pas des gens qui justement ont eu la chance de jouer ailleurs, parce que l'idée c'est que tout le monde puisse jouer. Et voilà. Et voilà, jusqu'à cette année, on a pu organiser le festival dans l'université. Donc on n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'une salle comme celle-ci, qu'un théâtre un peu plus institutionnel. Donc forcément, ça va un peu orienter nos choix. On précise dans le dossier que tout va être organisé dans l'université en temps normal, enfin en temps sanitaire normal. Du coup, voilà, on se rend compte rapidement des besoins des compagnies. Voilà. On pense notamment à la technique, en fait, lors de nos choix de dossiers. Voilà. Et en termes techniques, je parlais d'accompagnement, on met à disposition des régisseurs, des bénévoles formés en technique aux compagnies qui n'en auraient pas. En fait, donc c'est pas une nécessité ni un devoir, c'est pas une lubie non plus, c'est surtout un plaisir. Enfin, on est étudiants nous-mêmes, on a nous-mêmes des envies artistiques, et en fait c'est chouette de faire des choses avec d'autres étudiants. On fait vraiment les choses à notre niveau, et c'est pour ça qu'on le fait. Oui, c'est un apprentissage et une professionnalisation pour vous pour le coup. Surtout que les membres de l'association chantent tous les ans, puisque on sort de l'université en 3 ans ou plus. Et voilà. Laurence, est-ce que tu as une réponse à faire sur le rôle de l'institution Je voudrais juste rebondir là-dessus. Alors, sachez que de toute manière, artistes, metteurs en scène, directeurs de lieux, on passe tous notre vie à faire d'énormes dossiers. C'est pareil, hein, quand on est directeur de lieu, alors il y a Maud de la mairie de Paris qui est là, et qui le sait d'ailleurs. On peut recevoir un dossier à rendre dans les 10 jours, et c'est 50 pages, et les relations publiques au théâtre passent leur temps à faire des dossiers pour avoir des 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, enfin, c'est un cauchemar. Et ces métiers-là, on est vraiment des administratifs. Enfin, moi, je me dis, je passe vraiment plus de temps à lire des dossiers, à envoyer des dossiers, à faire des dossiers, parfois, alors que je préférais aller en repérage voir des compagnies. Donc ça, c'est un peu la vie de tout le monde. Après, pour donner un peu d'optimisme, j'ai envie de vous dire quand même que tous ces dispositifs qui sont mis en place, il y en a de plus en plus, c'est vrai, ils sont contraignants, c'est vrai, je vous l'accorde, pour vous, pour nous, c'est très contraignant. En revanche, ils vous permettent quand même d'avoir de la visibilité, c'est-à-dire que plus vous ferez de dossiers, plus il y aura des gens qui vont les lire, plus il y aura une rumeur, plus il y aura le bouche-oreille, parce que c'est quand même, dans nos métiers, quand on démarre, le bouche-oreille est quand même très important. Et je pense que quand même l'institution, moi si je pense par exemple mairie de Paris, la région, le ministère, il y a quand même une vraie préoccupation de la jeunesse, et il y a vraiment une envie de vous aider, de vous porter quand même. Alors, même si tout n'est pas encore tout à fait... parce qu'il faut être allégé, et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à en parler au ministère, enfin aux intervenants, à dire écoutez, c'est trop compliqué, c'est trop problématique, on a passé 3 jours pour finalement avoir 1 500 €, ce qu'on fait nous parfois, hein, en disant mais il faut l'alléger, il faut le faire autrement, et puis aussi donner des retours. Vous réunissez, vous faites vos retours, et ça c'est hyper important parce qu'on vous écoute aussi, enfin, tout le monde est bien conscient de tout ça, donc voilà, donc, je voulais juste vous dire un petit peu d'optimisme quand même. Ça va être long de toute manière. Bon, sachez quand même que, voilà, si on prend Pommera, si on prend Cyril Test, Pommera était quand même gardien de nuit dans un hôtel pendant 10 ans avant d'arriver où il en est. Cyril Test est sorti avec Nobody, il existait déjà depuis 10 ans. Donc le chemin est long, mais enfin peut être long et peut être très court aussi. Peut être long, mais il faut y croire, il faut y aller, c'est un métier passionnant et il faut surtout pas se décourager et surtout pas être dans l'aigreur. Il faut foncer et continuer. Mais comment est-ce qu'on sort, je sais que c'est des choses dont on a déjà pu discuter avec Valérian et d'autres metteurs en scène et metteuses en scène ici présents,
du cercle du repérage. Enfin, tu vois, il y a quand même on en parlait cette semaine au téléphone avec Valérian, des compagnies, et on va parler après des dispositifs plus précisément, mais on les connaît, quoi. Enfin, effectivement, le Centre Paris Anime Le Marais, Fragment, enfin, voilà, tous les dispositifs qui existent. Comment est-ce qu'à un moment, on sort de cette machine à laver? Enfin, je sais qu'il y a nous, par exemple, à Actefac, ça nous est arrivé de recruter des compagnies qui avaient fait un Patience avant, puis qui revenaient faire Actefac, et il y avait un peu ce sentiment qu'en fait, on tourne en rond, que c'est super difficile de sortir de ce cercle du repérage, en fait, enfin, qu'on ne cesse d'être en train d'être repéré. Mais il y a un moment, et que les professionnels disent souvent, je suis content de ce que j'ai vu, je vais suivre, je vais voir la suite. Donc je le sais, tu dis, il faut de la patience quand on s'engage dans ce métier, et ça peut prendre une dizaine d'années on peut prendre une dizaine d'années avant d'émerger. Mais est-ce que tu as des exemples, des conseils, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Comment est-ce qu'on sort de cette faille spatio-temporelle du repérage artistique? J'ai pas de recette miracle, hein, vraiment, sinon je vais la donner tout de suite. Non, il faut dire que nous, on était compagnie avant, on était la compagnie des Arceaux, donc compagnie de cirque. Et on est passé par là, c'est-à-dire que quand on a démarré, moi je faisais la production et le management de la compagnie, j'étais administratrice. Et je peux vous assurer que quand j'ai démarré, je me trouvais complètement incompétente, voire nulle, parce qu'on avait des petites tournées absolument ridicules pour des cachets absolument minables. Et je me disais, mais vraiment, on n'y arrivera jamais en fait. Et on mangeait des pâtes tous les soirs, parce qu'on n'avait absolument pas d'argent, on était un collectif et on mettait tout notre argent. Et les héritages de nos parents, nos grands-parents partaient dans notre compagnie, mais on n'avait absolument rien. Et puis un jour, c'est vraiment un hasard incroyable, on a joué dans un squat à Rissorangis, ça s'appelait le KS. Et on a joué dans ce lieu, donc on n'avait absolument pas de professionnels, on n'appelait personne, c'était vraiment une soirée pour les copains. Et puis le lundi matin, j'ai une femme qui m'a appelé, qui s'appelait Marie Bonnel, et qui m'a dit, elle m'a appelé chez moi parce que j'avais un numéro de téléphone, mais à l'époque on n'avait vraiment pas de bureau, et j'avais un bébé qui pleurait, et elle m'a dit, excusez-moi, mais je voudrais absolument vous voir, j'ai vu votre spectacle, c'est extraordinaire, je veux absolument vous rencontrer, mon enfant pleurait, et elle m'a dit, mais vous avez un enfant, vous êtes au bureau? Je lui ai dit, non, excusez-moi, j'étais vraiment très très mal, et j'ai rencontré cette femme, donc ça s'appelait Marie Bonnel, et Marie Bonnel était à l'époque, on appelait ça la femme, on appelait ça l'Institut français, et c'était à l'époque quelque chose de très très important, parce qu'il y avait énormément de tournées à l'étranger, bon ça a vraiment changé maintenant, on n'a plus la même cote dans le monde entier qu'on l'avait il y a quelques années, mais à l'époque c'est quelque chose de très important, et donc Marie Bonnel nous a dit, écoutez, vous êtes extraordinaire, je vais vous envoyer en Australie. Alors c'était vraiment le rêve, on est parti en Australie, et de là notre histoire s'est construite. D'abord à l'étranger, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout une visibilité en France, on est parti à l'étranger, et puis de là, ça s'est construit, on est devenu une grande compagnie, et quand j'ai arrêté cette compagnie, tout le monde voulait travailler avec moi, parce que tout le monde pensait que j'étais vraiment extraordinaire, puisqu'on avait fait tous les pays du monde, mais non, c'est parce qu'on avait des spectacles qui fonctionnaient très très bien. Donc ça pour vous dire que parfois c'est comme ça, un coup de chance, là c'était cette femme qui était là, parfois ça peut être un peu de chance, ça peut être un mail, des fois on peut recevoir un mail qui nous amuse, ça peut être une rencontre dans un bar, etc. Et ça peut être aussi quand même, il faut dire quand même qu'on se déplace quand même beaucoup les directeurs, et que moi je pense que les dispositifs, on parlait d'impatience, moi j'étais aux Diffusions il y a 2 ans, un petit festival qui a été fait par des compagnies, c'est complètement autodidacte, je trouvais ça super intéressant. D'ailleurs, j'ai dit au ministère en venant qu'il fallait absolument soutenir, parce que je trouvais ça hyper intéressant qu'un festival soit monté par une jeunesse et que ça soit complètement organisé. Et j'ai trouvé ça super bien organisé, super agréable, super doux, super tendre. Et en plus, on a vu des spectacles très très intéressants. Donc 3 compagnies qui aujourd'hui, il y en a un qui est avec le CDN de Lille, il y en a un qu'on prend chez nous cette année, Hugues Jouffrin, et puis on avait pris Joude, comment s'appelle son prénom, Jean Joudet, qui était venu ici. Donc voilà, des fois il y a des choses comme ça qui se passent, des effusions au mois d'août, voilà, un festival monté complètement de façon un peu anarchique, et puis il y a des professionnels qui sont là, parce que je me souviens qu'il y avait Jean-Pierre Thibaudat qui avait fait un bel article dessus, nous on était là, on a vu les 6 spectacles. Donc je pense que toutes ces initiatives quand même, ces petits festivals qui pour nous aident, parce que c'est vrai que de faire un Paris-Marseille pour aller voir un spectacle d'1 heure d'une compagnie émergente qu'on ne connaît pas, d'un mail qu'on aurait reçu, c'est plus compliqué pour nous, parce qu'à côté de ça on est quand même directeur de lieu, et qu'on a aussi un financement qui ne nous permet pas de parcourir la France tous les jours et de prendre des chambres d'hôtel. Voilà, déjà une compagnie. En revanche, dès qu'il y a festival et qu'il y a une dizaine de compagnies, c'est vrai que quand même, je vois quand même beaucoup de collègues à moi, et je pense qu'on fait cette démarche quand même. Donc, je pense que vraiment, le réseau des mini-festivals, des fragments, on est parti dans Fragments depuis 2 ans, parce que justement, je trouvais que c'était intéressant, c'était une façon de repérer aussi des nouvelles compagnies. La différence d'impatience, où il y a un prix, et moi je suis pas trop pour les prix, parce que j'ai beaucoup d'artistes blessés de ne pas avoir le prix impatience.
Fragment, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas une bonne équipe et une mauvaise. C'est des jeunes compagnies qui se présentent et c'est des fragments. Et je trouve que tout ça est super intéressant. Enfin, c'est bien. Je pense que les mini-festivals, enfin, toutes les initiatives avec plusieurs compagnies sont intéressantes. D'où Acté aujourd'hui, enfin, c'est vraiment... c'est hyper important. Acté, Forté, toutes ces choses, enfin, à un moment donné, ça nous arrive par... là, ça nous est arrivé par Camille, qui est en relations publiques ici, qui nous a dit que c'était hyper important. J'avais repéré sur Bastille, mais c'est vrai que j'étais jamais allé. Et c'est Camille qui nous a dit c'est hyper important, il faut absolument qu'on y participe. Et puis la rencontre, et puis on se dit bien sûr qu'on est prêt à faire ce genre de choses, bien sûr qu'on est prêt à vous recevoir. Et bien sûr qu'on est dans Fragment cette année, parce qu'elle nous paraissait essentielle, justement parce que aussi on sait que pour vous, effectivement, on ne cache pas, la situation est compliquée. Et toutes les personnes qui vont sortir des études là, dans les 2 années qui vont venir, ça va être compliqué parce que vous allez perdre encore un peu de temps. On ne vous le cache pas, vous allez perdre un peu de temps puisqu'on va être beaucoup sur des reports et que vous avez perdu, enfin on a tous perdu de toute manière avec ce Covid, on a tous perdu une année, voilà, hélas. Donc du coup, oui, essayer d'intégrer des démarches et des dynamiques collectives autour de la jeune création, ça aide, et puis attendre que les étoiles s'alignent, et le coup de chance vient pas forcément de là où on l'attend. Non, mais je sais que c'est compliqué, mais parfois ça peut vraiment arriver. Enfin, moi, je fréquente quand même beaucoup de lieux sur Paris, de petits lieux. Enfin, nous, parfois on va souvent avec Stéphane, on va à Belleville parce que la compagnie de tel m'a recommandé ou pas, où on se retrouve. Avignon aussi, alors je sais qu'Avignon c'est problématique parce que c'est cher, c'est de l'investissement, mais c'est vrai que, alors nous maintenant on a un festival, on dirige le festival Paris l'été, Stéphane et moi-même depuis 4 ans, donc on va moins souvent à Avignon, mais avant qu'on est arrivé ici, on partait 3 semaines à Avignon, alors bien évidemment on prenait du in pour notre culture personnelle, le in vient pas souvent, vient rarement ici parce qu'on est un théâtre moyen, et en revanche on faisait tous les petits lieux. Et toutes les compagnies que vous avez créées à l'année, en disant de venir nous voir, c'est effectivement plus facile pour nous d'aller à Avignon, d'aller voir des spectacles, parce qu'on était sur place, donc on faisait ça pendant 3 semaines, et beaucoup de directeurs le font aussi. Donc je pense que c'est important de faire tous les festivals que vous pouvez faire, et puis d'espérer qu'un jour, voilà, il suffit qu'une personne vienne et qu'elle apprécie, et puis après vous avez vu le parcours de plein, je peux vous citer quand même le parcours de plein de jeunes, de plein de trentenaires, qui aujourd'hui voilà, ont explosé. Alors qu'elles ont fait ce parcours Belleville, si je prends, comment elle s'appelle, qui aujourd'hui revient de Partenay, Julie Deliquet par exemple. Si on prend Julie Deliquet qui aujourd'hui fait la comédie française, Julie Deliquet a commencé à Vanves. Et à Vanves, personne ne voulait la prendre, elle était hyper déçue, elle a fait un triptyque qui était magnifique, on était 3 directeurs de lieu, nous on n'a pas eu le courage, parce qu'on s'est dit qu'un triptyque, elle était jeune justement, on s'est dit 3 spectacles, on l'a pas pris, et puis une chance pour elle, parce que c'est Marie Collin qui l'a repéré du Festival d'automne. Et comme je disais à Julie, après qu'elle était très déçue de ne pas devenir là, je lui ai dit, écoute, Julie, si tu étais venue au Montfort, peut-être qu'à l'époque, tu n'aurais pas eu le chemin que tu as parcouru. Finalement, c'est Marie Collin qui t'a repéré peut-être 1 an plus tard, mais aujourd'hui, elle dirige Saint-Denis, et puis voilà, puis c'est une belle artiste. Donc, vous voyez, des fois, je pense que ça arrive. On est optimiste, je pense qu'il faut une dose d'optimisme. Non, il y en a plein. Il y a Lorraine de Sagazan. Lorraine de Sagazan a démarré à la Loge, à Belleville, et aujourd'hui, Lorraine, pareil, elle est au Théâtre de la Ville, elle est un peu partout en France. Donc, mais bon, je parle de trentenaire, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est vrai qu'entre le moment où on sort des études et il se passe bien, il peut se passer 3-4 ans, je vais dire, avant de voir le bout du tunnel, quoi. Élodie, oui. Ouais, en tant que justement dispositif, nous on a des exemples aussi de compagnies qui sont passées chez nous et qui ensuite sont reprogrammées après dans d'autres lieux, d'autres théâtres. Je pense que c'est important que vous saisissiez de tout ce qui se présente et de tous les dispositifs possibles d'aller partout et de vous faire connaître comme ça. Le bouche à oreille fonctionne super bien, ce que tu disais c'est vrai. Même les petits dispositifs, finalement, plus on sélectionne, plus on a des compagnies qui passent et plus le dispositif est reconnu et plus du coup les programmateurs viennent et repèrent dans ces dispositifs-là. Nous, c'est vrai qu'en tout cas, on le fait très sérieusement. On fait aussi un appel à projet pour que les compagnies jouent au sein du centre. Et ensuite, on fait passer des auditions. Vraiment, on lit tout. On voit beaucoup de compagnies, beaucoup de jeunes. On fait confiance à des projets qui sont finalement, pour la plupart, pas encore finis. Et après, on suit les compagnies, on voit où elles vont. Et voilà, on est super heureux quand ça fonctionne
et que vous vous êtes saisi de ça, de ces dispositifs, et vous alliez après ailleurs dans d'autres structures comme le Montfort, comme d'autres. Et quels sont vos critères justement au moment des appels à projets dont tu parles? Du coup, là, nous, les critères, ils sont assez larges. Nous, on est un centre de la ville de Paris. Donc, un des premiers critères, c'est qu'il y ait au moins une personne de la compagnie qui a un lien avec Paris, qui y étudie, qui y vit. Ensuite, c'est une compagnie qui est majoritairement moins de 30 ans. Et ensuite, c'est la première création qui se joue sur Paris. Le but, c'est vraiment de finir de créer son spectacle et de le montrer à Paris dans une salle qui se trouve du coup, nous on est dans le Forum des Halles, donc vraiment Paris, plein centre de Paris. Voilà. Après, donc nous l'idée c'est d'aider à la communication. On aide sur la technique puisqu'on a une régisseuse qui est à plein temps sur le centre. On aide aussi pour les questions administratives. Et on propose donc une semaine d'accompagnement et deux soirs de représentation. Voilà, c'est ce qu'on propose. Et ensuite, si vous avez des questions, on aide toutes les compagnies du mieux qu'on peut. Après, on n'est pas un théâtre, on est une salle de spectacle d'un centre d'animation. Donc c'est pas la même chose que je disais, on est vraiment la marche avant d'aller dans les théâtres. Oui, et ce qu'on fait aussi, par rapport à d'autres dispositifs, c'est qu'on propose 2 sessions dans l'année. C'est-à-dire que du coup, on s'est rendu compte que la jeunesse, finalement, de 6 mois en 6 mois, c'est pas trop où elle en est de son projet. Et donc du coup, cet appel à projet, on le fait tous les 6 mois. Donc du coup, ça nous permet de sélectionner des compagnies pour jouer de septembre à janvier et de janvier à mai dans la salle. Merci. Valérian, est-ce que ça t'inspire ce qui vient d'être dit? La mise en concurrence, c'est quelque chose... tout à l'heure, il a été évoqué la question du prix, de la récompense d'un jeune projet. C'est quelque chose aussi... nous, en créant Acté, on a envie, c'est peut-être ambitieux, mais d'essayer de créer un espace de solidarité intercompagnie. C'est assez important pour nous que toutes les compagnies qui rejoignent, qui adhèrent à l'association, soient dans un rapport bienveillant les unes avec les autres. On a très envie, par exemple, de faire des moments où vous vous montrez votre travail, où vous avez, parce que c'est d'ailleurs vous qui nous l'aviez dit, mais les jeunes compagnies voient rarement le travail d'autres jeunes compagnies et sont rarement dans des discussions artistiques, en fait. Voilà. Et c'est vraiment une de nos ambitions avec Acté. Du coup, toi, Valérian, la mise en concurrence, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré, dont tu as souffert. Comment est-ce que tu te positionnes en tant qu'artiste par rapport à cette question ? J'observe avant tout, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que camarade de création avec plusieurs amis artistes, qu'il y a effectivement une sorte de réinterrogation de nos manières de travailler aujourd'hui. Je crois qu'il y a un vrai désir d'une porosité effective et d'une mise en horizontalité, d'une ouverture du dialogue et de la joie, d'inventer des utopies concrètes au plateau et à la vie comme à la scène, chose qui est un peu, et peut-être d'autant plus aujourd'hui où nous sommes si loin les uns des autres actuellement, il y a comme un désir de réinventer l'espace de la rencontre et l'espace d'invention et de collaboration et de fabrique aussi au plateau. Et je crois qu'effectivement, tout ce que tu disais, Laura, sur Acté et ces désirs qui viennent converger sur ces espaces de rencontre, et là, plus que jamais, je crois que c'est aussi presque un acte politique, en fait, d'arriver à créer à un endroit donné une explosion de ces frontières-là, de compagnie en compagnie, pour que les compagnies puissent se rencontrer à un endroit donné. Effectivement, je m'aligne totalement avec l'absurdité de certains prix, comme le prix Impatience, qui crée encore une fois une sorte de verticalité qu'on essaye de saisir et de gravir, parce que je pense qu'il y a 1000 théâtres, 1000 façons de faire du théâtre. Il n'y a pas un théâtre, il n'y a pas un théâtre qui est mieux qu'un autre. Enfin, j'ai l'impression que les prix et le classement et certains labels peuvent parfois, et à défaut en fonction des membres de tel ou tel jury, des membres de tel ou tel comité,
valider, donner une validation sur un certain aspect d'un théâtre, mais on oublie parfois que c'est appliqué à un théâtre, à une vision du théâtre, à une sensibilité du théâtre, et que ça ne vaut pas comme médaille d'or au JO, parce qu'on ne fait pas de la brasse coulée, ou je sais pas, c'est plus technique que ça. Enfin, je veux dire, il y a plus de subtilité que l'exécution parfaite d'une chose. Un spectacle est un être plus grand que nous, qui nous dépasse, et aussi un projet de rêve en commun qui à chaque fois se renouvelle dans chaque projet de compagnie, et chaque projet de compagnie a son histoire, et donc chaque projet de compagnie aussi a son destin, et son parcours. Et puis le chemin est plus ou moins long effectivement, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, si on peut réinventer des foyers d'imagination, de création et d'utopie, je pense que ce serait pas mal. Voilà, pour un petit peu justement, comment dire, faire peser la balance dans le sens contraire de ce que j'évoquais tout à l'heure, de cette mise en concurrence que j'ai pu parfois sentir et que je sais assez présente pour en parler beaucoup. Et par exemple, je fais partie de plusieurs groupes de metteurs en scène et de metteuses en scène, aussi d'auteurs et d'autrices, et on se rend compte qu'il y a un véritable appel en ce moment de solidarité, de mettre en partage des outils et pas simplement concourir. Voilà. Du coup, la question un peu plus technique. Je voulais juste rebondir sur ça, c'est que moi, d'où je suis donc étudiant, même nouvel étudiant, donc très jeune, je me rends compte que dans le parcours des arts, il y a ce qu'on veut faire, qui est de l'expression artistique et même en commun, c'est super. Et puis il y a tout le reste qui est réussir à gagner sa vie avec, et que ça va de compétition en compétition, parce que c'est comme ça que le système est fait. Je vais pas faire une réflexion politique, mais je pense que ça va avec le système politique qu'on a. Et d'abord, tu rentres, il y a des histoires d'école. Pourquoi tu veux rentrer dans une école? Même pas forcément pour apprendre à faire quelque chose, parce que apparemment tu vas avoir un meilleur réseau et déjà un repérage. Puis après, il y a encore l'histoire des repérages. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est la façon institutionnalisée aujourd'hui dans le théâtre qui a lieu, et même pas que dans le théâtre, dans les arts vivants en règle générale, et que c'est vrai que ça donne envie de pouvoir se réapproprier le pouvoir de faire les choses nous-mêmes, le pouvoir de faire notre spectacle et notre art au moment où on veut le faire, parce que c'est quand même le principe d'une expression artistique. Et c'est vrai que c'est très brimé, je pense, aussi, par la façon monétaire du système aujourd'hui. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Oui, mais c'est un peu ce que vous disiez en présentant la TEP 3 tout à l'heure aussi, qui est là pour valoriser la création artistique universitaire dans son ensemble, amateur ou semi-professionnelle. Effectivement, c'est un enjeu quand on veut s'insérer professionnellement dans un domaine, quel qu'il soit. L'objectif, effectivement, c'est de réussir à en vivre un moment et donc d'accepter des codes. Sinon, effectivement, il y a un autre parti pris qui est de créer absolument ce qu'on veut, et c'est tout aussi louable de le faire de manière amateur, mais pour pas être malheureux, de décider de ne pas vivre, de ne pas avoir l'ambition de vivre de cette pratique. C'est deux chemins possibles, mais avec des porosités aussi. Je pense que, encore une fois, c'est aussi le projet d'Acté, mais c'est d'essayer d'outiller des jeunes artistes pour qu'ils comprennent les codes et qu'ils comprennent le monde dans lequel ils ont envie de s'insérer, qui est quand même, pour reprendre ce que disait Laurence, il y a aussi quand même de la bienveillance, il y a des dispositifs, il y a des outils, on va en parler juste après, il y a quand même de l'accompagnement artistique. On va essayer d'être un petit peu optimiste et positif parce que c'est vrai, mais c'est connaître ça pour pouvoir intégrer ce monde, s'y insérer et progressivement, et être dans une démarche un peu patiente pour progressivement peut-être imposer ou affirmer son propre geste à soi. Je pense que c'est un truc comme ça à trouver quand on décide de s'insérer professionnellement dans ce domaine. Du coup, passons un peu aux questions techniques. Est-ce que vous avez des outils vraiment pour favoriser le renouvellement des compagnies, des jeunes compagnies, dans un lieu de diffusion comme le Montfort? Pour compléter, c'est la question de comment est-ce que vous, et c'est aussi une question pour Élodie, comment est-ce que vous qui avez des programmations, en gros, comment est-ce qu'elles se composent? C'est quoi la part que vous laissez à la jeune création artistique? Est-ce que, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est du bouche à oreille? Est-ce que le fait d'avoir des dispositifs très précis, à un moment donné, des appels à projets, des appels à candidature,
c'est nécessaire. Enfin voilà, c'est un peu ce type de question. Je vais déjà rebondir, parce que je vais revenir sur ce que tu disais. Déjà, tu as entièrement raison. On est quand même tous régis par l'argent. C'est quand même ça c'est ça le monde aujourd'hui. Et quand on est directeur d'un lieu, et notamment, alors, voilà, je ne vais pas vous refaire toutes les scènes nationales, les CDN, la différence entre une scène nationale, un CDN, un théâtre de ville, parce que je pense que vous le connaissez tous aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a, nous, par exemple, on est théâtre de ville, donc de la ville de Paris, on a une subvention de la ville de Paris, et on est contraint. Nous, en tant que théâtre de ville, de rendre une subvention, de rendre un équilibre à 0 en fin d'année. Ce qui veut dire, c'est tout simple, c'est qu'on ne peut pas, nous, par exemple, se permettre de se dire, cette année, on va aller que sur l'émergence, que sur la jeune compagnie, parce que c'est hyper intéressant, ce qu'on a envie de le faire, c'est une vraie volonté. Et donc, on va prendre le risque de faire que des jeunes compagnies. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on sortira notre brochure, on est quand même sur Paris, donc une concurrence énorme au niveau des théâtres. Là, je parle vraiment de Paris intramuros, une concurrence énorme. Et c'est vrai que nos abonnés, notre public, etc., ne connaissant aucune compagnie, 35 compagnies, eh bien, on aura peut-être des salles à moitié pleines, des demi-jauges, voire des tiers de jauge. Et puis fatalement, le théâtre va couler. Donc nous, ce qu'on fait avec Stéphane chaque année, c'est que effectivement, on prend des compagnies qui sont bien repérées, de façon à se dire, bon, on fait des calculs, effectivement, et là, on revient vraiment à un problème financier, mais qui vous touche complètement, c'est qu'à un moment donné, on fait un calcul, on se dit, bon, on va prendre telle compagnie va nous remplir la salle, donc on va être à 450, donc on va réussir à gagner de l'argent, donc on va pouvoir passer telle compagnie qui, elle, ne fera que 70-80 personnes par soir, etc. Et donc on fait comme ça un calcul avec notre administratrice et on arrive à retomber un peu sur nos pattes. Donc ça, c'est vraiment notre fonctionnement. Voilà pourquoi on ne peut pas faire que de l'émergent. Donc ça c'est vraiment pour la partie financement. Ensuite, pour la partie plus artistique, je vais dire celle qui nous intéresse le plus d'ailleurs, celle où on va aller chercher, creuser, etc. Et bien c'est vrai que effectivement, nous dans notre programmation, on a toujours des jeunes compagnies alors comment elles sont arrivées, c'est vraiment, alors par exemple, je reprends tout à l'heure, effectivement, les effusions. On a vu Jean Joudet, son théâtre nous avait plu et il est venu au mois de juin, il y a 2 ans, dans notre cabane, il a fini la saison et c'était donc du reste très très sympathique. On avait vu Hugues Jourdain aussi aux effusions, on avait trouvé ça très intéressant, on avait fait dans ma chambre un texte très fort et très noir. On ne l'avait pas revu et puis il nous a sollicité là, à la rentrée en disant je monte un 2e spectacle, j'aimerais bien vous rencontrer, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. Et on s'est dit allez, on y va, et donc on lui fait confiance et on le met c'est nous qui lui proposons un fragment cette année, il sera chez nous l'année prochaine aussi. Donc c'est vraiment... et puis voilà, et en fait il n'y a pas d'outil, parfois un mail, alors parfois on vous répond. Alors pourquoi on ne vous répond pas toujours au mail? Alors c'est tout simple, c'est que parfois vous écrivez en disant voilà j'ai un spectacle à tel endroit. Alors je vais vous répondre, non, on ne peut pas venir. Alors vous allez me dire, mais oui, mais vous ne pouvez pas venir, est-ce que je peux vous rencontrer? Je vais vous répondre, oui, mais si je vous rencontre, je ne connais pas votre spectacle, je ne sais pas à peu près la couleur que vous avez, donc je préfère aller voir votre spectacle. Vous allez dire, alors je vais vous proposer une autre date, et vous me proposez une date et je ne viens pas. Et là, vous dites vraiment, les directeurs sont trop cons, ils ne savent à rien, on en a marre. Et c'est vrai, je comprends que vous le pensiez, mais... Et parfois, je vais répondre à un mail, mais vraiment d'une façon complètement arbitraire, c'est-à-dire que, voilà, parce que faut savoir qu'on est quand même énormément sollicité, donc moi, par exemple, je fais des matinées ou des journées entières où je réponds à mes mails, et je m'enferme et je ne fais que ça. Et voilà, et parfois je vais répondre à un mail qui va m'intéresser, que je vais trouver drôle, que je vais trouver attendrissant, et je vais répondre et puis je vais rencontrer la personne 2 jours après. Et là, cette personne va me dire, mais c'est incroyable, j'avais vu un directeur comme vous avez répondu tout de suite, et puis vous me donnez un rendez-vous. Non, c'est faux, c'est vraiment complètement un hasard en fait. Non, mais c'est vrai, non, mais je suis hyper honnête. Et là, par exemple, l'année prochaine, on a une jeune fille, Fanny, qui est toute jeune, qui a 24 ans, que personne ne connaît, qui est venue dans notre bureau nous raconter son histoire. Alors, elle a fait partie des gens qui ont été touchés par les attentats. Elle était hyper touchante, elle nous a raconté son histoire, ça nous a bouleversés. Et puis voilà, puis on s'est dit, en fait, on est qui pour lui dire non? Et puis on lui a dit, oui, viens chez nous, et elle vient chez nous, enfin, elle était là d'ailleurs. Elle a créé cette semaine, elle est restée une semaine ici pour créer, et puis on l'aura l'année prochaine. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de méthode. La rumeur, se montrer, persévérer, continuer, nous envoyer des mails, c'est pas grave, des fois il y en a qui disent, mais je vous harcèle, je suis désolé, mais c'est pas grave, harcelez-nous. De toute manière, au pire, on ne vous répond pas, mais de toute manière, on vous lit. Ce qui est sûr, c'est qu'on lit tous les mails. Et qu'au bout d'un moment, votre nom revient, puis un tel nous en a parlé, et puis on vous voit sur un festival, on a un retour. Alors, c'est pareil, l'ONDA, l'OHARA, toutes ces institutions sont quand même importantes pour vous. Ça, je vous disais aussi que parfois c'est compliqué, mais elles sont intéressantes parce que, par exemple, l'ONDA, elle fait ce travail qu'on ne peut pas toujours tous faire en tant que directeur, c'est qu'elle aussi, elle repère énormément de compagnies, elle nous renvoie après
en disant, par exemple sur Avignon, elle nous fait toute une liste en disant, moi j'ai vu ça, 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 il nous donne un peu les caractéristiques de chacun, donc je pense que c'est important. Mais à poser des questions, peut-être que vous allez peut-être des questions à nous poser par rapport à ça, par rapport à des retours que vous aurez eus, ou un ressentiment. Juste pour rebondir sur la question là, du coup de repérer et quels sont les moyens. Donc, du coup, l'idée aussi pour les dispositifs, c'est d'élargir et de ne pas se cantonner à un type de programmation et d'aller toucher de la danse, d'aller toucher du théâtre, d'aller toucher du clown, d'aller toucher, alors, non pas du cirque puisqu'on est au moins 3 du Forum des Halles, mais voilà, c'est ça aussi l'idée des dispositifs. On n'est pas le seul sur Paris, mais en tout cas d'être le plus large possible pour pouvoir donner la part belle aux compagnies qui émergent. Du coup, nous on a fait un travail de repérer des écoles, d'aller diffuser l'appel à projet dans plein d'écoles qui potentiellement ne connaissaient pas notre dispositif. Nous on a fait ce travail-là, je ne sais pas si d'autres le font. Et normalement, ce n'est pas notre cœur de métier, mais on s'est dit que tant qu'à aider la jeune création, autant que ce soit le plus large possible. Et tu parlais aussi de solidarité. Nous, on rejoint complètement Acté, comme l'était aussi Acté aujourd'hui, dans cette idée de solidarité, de se faire rencontrer des compagnies. Nous, c'est important que les jeunes voient le travail des autres tout au long de l'année. Donc voilà, on favorise ces rencontres, ces échanges, ces temps. On propose des masterclass ou des soirées de rencontres des compagnies de lancement de mi-saison. Voilà. Donc c'est important aussi d'être assez large et de ne pas se cantonner à un type de spectacle. Alors pour répondre un peu à ce que tu disais. Merci. Effectivement, je ne sais pas s'il y a déjà des prises de parole, des questions, des remarques dans la salle. Oui. Donc je vais venir pour ta question, juste donner un peu les consignes du micro Covid oblige. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais. Oui. Donc du coup, si vous pouvez garder le masque, c'est mieux, et je vous affecte après chaque passage. C'est bien gentil. Bonjour. Moi j'avais simplement une question parce qu'on parlait des dossiers tout à l'heure et de la fatigue que ça peut susciter. Et j'ai l'impression que, bon, c'est mon expérience personnelle, mais que cette fatigue, elle est due pas seulement au fait que bon, c'est un travail laborieux et qu'il faut le faire et qu'il faut l'envoyer souvent et que c'est difficile, mais que c'est surtout qu'on n'est pas très au clair, en tout cas au départ, sur ce que demande ce dossier. Et que le premier dossier qu'on rédige pour un premier spectacle, en fait, on se pose tout simplement la question, mais en fait, c'est quoi une note d'intention? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui doit y apparaître? Et j'ai l'impression que moi, je suis personnellement à la version 12, probablement, de ce dossier que j'ai essayé de rédiger, et qui, parce que j'ai fait des rencontres, que j'ai, au fur et à mesure, fait relire ce dossier à plusieurs personnes, a évolué, mais parfois, je me dis, c'est peut-être du temps perdu, dans la mesure où si j'avais eu dès le départ des outils et des réponses finalement aux questions que je me posais, j'aurais peut-être pu rédiger plus rapidement une version de ce dossier qui était plus complète, plus viable. Enfin bon, voilà, c'est cette question-là que je me posais. Nous on a constaté ça aussi dans le passé, c'est pour ça que dans Actefac et dans Acté Demain, il y a des formations pour vous aider à faire vos dossiers artistiques. Mais je trouve quand même que ça soulève aussi une question. Laurence, tu disais presque que il y a un vrai geste de programmation, mais que ça se fait de manière multiple, le bouche à oreille, la rumeur, tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce mail va attirer ton attention. Donc est-ce que faire des dossiers de présentation un peu importants, c'est utile, ça a du sens de le faire, ou est-ce que, on voit plein de jeunes compagnies qui impriment dans du super papier, toutes leurs premières économies, ça part dans imprimer des dossiers. Non, moi je vous conseille pas, par exemple les dossiers de 30 pages vraiment inutiles, on n'a pas le temps de les lire. Non, c'est vrai, on n'a pas le temps de les lire, donc on va aller... nous, ce qu'on fait, c'est que, moi, bien souvent, je regarde un peu les noms, voir si j'ai repéré des jeunes, parce que nous aussi, ce que je vais te dire, c'est qu'au mois de juin, on fait souvent des sorties d'école. Alors, il y a les SAD qui est venu très régulièrement ici, donc on a repéré des jeunes, etc. Il y a Nadia Vadery qui est là depuis 10 ans, c'est de la danse, mais il y a énormément de gens aussi qui sont dans plein de conservatoires parisiens. Donc, du coup, on commence à repérer un peu des gens, des noms
de jeunes artistes ou des jeunes en devenir. Du coup, dans les dossiers, on les regarde. Je regarde si je connais un jeune ou ça me rappelle quelque chose, etc. Un peu le synopsis, et puis après on les lit pas. Je sais, des fois, vous avez des super belles photos, vous avez plein de choses, mais non, alors les teasers, si vous avez des teasers, on les regarde parce que ça donne un peu une couleur. Moi, je regarde un peu les teasers, j'essaie de les regarder parce que ça donne un peu, moi, une couleur. Je me dis, ah oui, c'est effectivement, c'est plus notre esthétique ou ça l'est pas du tout. Donc au moins, on donne très vite une idée. Mais pareil, un teaser, c'est cher, c'est pas la peine de le faire tout de suite. Non, les dossiers, puis en plus, moi, ce que je sais, c'est que une compagnie, effectivement, comme je disais tout à l'heure, vous allez faire un dossier. Vous allez faire un dossier en septembre 2019, mais il va se passer un an et vous allez changer, même d'équipe, voire d'équipe, hein, ça peut arriver aussi. Et en fait, quand vous allez arriver chez nous, c'est plus du tout le même. Enfin, et ça nous arrive encore, hein, de voir des équipes, on a acheté sur le dossier un truc et on voit la scène, on se dit, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Donc ça arrive encore, donc ça, on le sait, et on sait très bien que... Donc vous ennuiez pas sur un dossier. Faites-le vraiment basique, et 3-4 pages, c'est largement suffisant. Partez pas dans des références, parce que parfois, sur des dossiers de 30 pages, je vous assure qu'on les lit pas, que ce soit... On pourrait pas, il faudrait qu'on ait tous des assistants, vraiment. Puis il y a aussi un conseil qui est d'essayer d'être honnête dans son dossier. Enfin, on le voit aussi, souvent c'est les dossiers les plus jeunes qui sont les plus longs, les biographies des gens les plus jeunes qui sont les plus longues aussi, où on reprend tous ces profs de conservatoire depuis qu'on fait du théâtre. Enfin, c'est souvent quand on... Alors qu'en fait, il faut accepter. Enfin, je sais pas, vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans. Voilà, les gens de ce métier sont conscients de où vous en êtes, donc ça sert à rien d'aller inventer des milliards de trucs ou de mettre en avant et puis les papiers non plus. Vraiment, vous n'en avez pas envoyé par la poste. En général, vous l'avez envoyé par mail, donc on l'a vu et on le reçoit ensuite par courrier. Et effectivement, le courrier, on ne le lit plus maintenant. Enfin, on ne lit plus rien d'ailleurs. C'est vraiment... tout... Non, mais on ne lit plus. Sincèrement, vous lisez encore des choses qui vous arrivent sur papier, c'est fini. Maintenant, on est toujours sur nos ordinateurs, sur nos tablettes. Moi, je ne lis plus... J'ai plus de papier en fait, tu tournes sur mon ordinateur. Les brochures de saison du ça, c'est des économies, c'est très cher. C'est très cher. Et puis pensant à la planète, non, vraiment, ça ne sert à rien d'aller chez l'imprimeur et de faire des super photos, ça ne sert à rien. Aller sur l'ordinateur, c'est plus facile. Du coup, j'ai une question, parce que visiblement, effectivement, elle est un petit peu formulée de manière étrange, ma question, mais c'est finalement comment on peut vous aider à nous repérer. Parce que j'entends sursollicitation, risque extrême, trop de mails, trop de spectacles, pas assez d'assistants, trop de dossiers, pas le temps de lire les mails, pas le temps de lire les dossiers. Donc, moi, je pense qu'on peut essayer de trouver quand même une autre solution pour que... Enfin, c'est un état de fait hyper violent, en fait, même à entendre, je trouve, maintenant. Non, mais je veux dire, c'est au fur et à mesure... Bien sûr, il faut rester optimiste, etc. Mais du coup, mais c'est une vraie question. Comment on peut vous aider en ne vous sursollicitant pas non plus, mais en restant honnête, en restant à l'endroit où nous sommes, et aussi peut-être une rectification. Oui, on a entre 20 et 30 ans, et je pense qu'on n'est pas seulement les acteurs de demain, mais on est des acteurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Oui, d'aujourd'hui et demain, mais c'est vrai que la notion de patience, elle est importante dans ce métier. Mais c'est vrai que se dire que 10-15 ans d'attente avant le premier repérage, ça représente beaucoup de précarité derrière ces années de patience. Et donc, je pense qu'il y a aussi à prendre conscience qu'effectivement, on est dans une espèce d'urgence économique, en fait. Et la tournée des festivals et la tournée de la tentative d'être repéré demande aussi de l'argent, et cet argent, on ne l'a pas. Donc moi, je veux bien faire tous les festivals parce que j'adore jouer, mais ma deuxième question, c'est avec quel argent ? Oui, mais je suis entièrement... J'entends ce que tu dis. Alors, tu as fait un tableau un peu noir. Hein. Quand même, moi, je me lève tous les matins et je suis hyper heureuse d'être dans ce métier. Et je suis vraiment passionnée. Enfin, je pense que vraiment, quand je viens tous les matins dans ce théâtre, je suis fière d'être dans ce théâtre. Je suis hyper heureuse de faire ce que je fais. Et je pense qu'on le fait du mieux qu'on peut. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne pouvait pas répondre. Ah non, j'ai pas dit que je lisais pas les dossiers, j'ai dit que je ne lisais pas les dossiers de papier, parce que souvent, ils sont doublés avec un mail. Donc effectivement, cela, on ne les lit pas. Après, si, je disais justement qu'on prend le temps. Alors, effectivement, je disais en début, et c'est vrai, vous êtes très, très, très nombreux, donc on ne peut pas répondre
à tout, et effectivement, ça serait le rêve de dire à tout le monde chaque matin d'avoir, on a à peu près entre 100 et 300 mails par jour. Alors je retire la pub, etc., mais il nous reste 200 mails à traiter par jour. Si on traite 200 mails dans une journée, je peux vous assurer qu'on fait pratiquement que ça. En fait, si je vous réponds vraiment, si je lis votre dossier, je vous réponds, je vous aide, etc., c'est super compliqué. Donc, sur les 200 mails que je vais recevoir, effectivement, je vais peut-être faire 10 réponses, mais c'est 10 réponses qui vont être nécessaires pour des gens, mais je ne pourrais pas en faire 200, donc j'essaie d'être honnête. C'est compliqué. Enfin, je sais d'autant plus que j'ai un fils qui a fait les SAD et j'en parlais avec lui ce matin. Et il est dans la même situation que vous aujourd'hui, il a 26 ans et qu'il a sorti une mise en scène et qu'il n'a pas d'argent et que c'est une galère. Donc on est vraiment conscient de ce que vous vivez parce qu'on le vit aussi au quotidien avec un fils qui a votre âge. J'ai pas de solution miracle. Ce que je sais, c'est que quand même, je trouve que depuis quelques années, il y a quand même un intérêt. Parce qu'on le sait, parce qu'on le sent. Et comme je vous disais, je pense qu'il y a de plus en plus d'écoles. Et c'est vraiment, je pense qu'il y a une mutation. Je vois par exemple souvent, vous êtes dans 3, 4 histoires, 5 histoires. On a même parfois des problèmes parce que souvent on prend des compagnies qui ont un calendrier qui est déjà plein, parce qu'ils sont sur plusieurs histoires. Ce qui n'était pas le cas avant, où c'était plus, on avait plus affaire à des collectifs. Donc je pense que la demande était moins forte. Vraiment, je pense qu'elle était beaucoup moins forte. Donc effectivement, on est beaucoup sollicité. Et effectivement, j'ai pas de solution, si ce n'est que, comme je le disais, je pense qu'il y a vraiment de plus en plus un intérêt pour cette jeunesse, parce qu'on sait que c'est la galère pour vous, on sait que financièrement c'est compliqué, parce que je me suis dit, enfin moi, mon fils était à l'ESSAD et il travaillait le soir, il était ouvreur le soir dans un théâtre, et le directeur de l'ESSAD lui avait dit, mais non, tu ne peux pas travailler, puisque tu es dans une école de théâtre, tu ne peux pas travailler le soir. Et j'avais trouvé ça aberrant, parce que je me suis dit, mais finalement, comment font ces jeunes, et on en reviendra après à l'université, comment font ces jeunes pour être étudiants pendant 3, 4, 5 ans, parce qu'avant on est passé par le conservatoire ou des écoles amateurs, puis après se projeter dans la vie et toujours pas avoir d'argent. Enfin, s'il n'y a pas vraiment derrière, c'est impossible. J'étais un peu, je me souviens que j'avais une discussion avec Serge en me disant, mais c'est inadmissible, je pense que ces jeunes doivent travailler, parce que de toute manière, ça va être un peu leur vie pendant un certain temps, et c'est vrai que vous êtes obligé de cumuler des petits boulots à droite à gauche avant de vous lancer. Mais comment faire Vraiment, si j'avais une solution, je la donnerais tout de suite. Sache qu'on est, et la mairie de Paris est là, Maud est là, on est vraiment sur ces discussions-là de cette jeunesse, et d'autant plus, on est d'autant plus sur le tapis qu'il y a eu, qui est en ce moment le Covid, et qu'on sait que ça va être très compliqué pour les 2 années à venir, pour tout le monde, mais très fortement pour vous et pour ceux qui sortent des écoles. On est attentionnés, je crois que vous êtes essentiels, et vraiment on a besoin de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment besoin de vous. On évoquait Ariane Mouchkine, mais voilà, Mouchkine a 70 ans, un jour elle va partir, et c'est vous aujourd'hui, c'est vous demain, c'est vous qui la représentez. Et vous êtes indispensable pour nous, on a vraiment besoin de vous avoir, mais on ne peut pas répondre. J'ai préféré être honnête et franche avec vous. C'est pas simple. J'ai une tentative de réponse en tant que comédienne, metteur en scène et spectatrice. Il faudrait juste que vous preniez un micro parce que c'est capté, que du coup sinon on vous entendra pas. Merci. Et merci Laurence pour ton honnêteté. Alors bonjour, j'ai juste une tentative de réponse, je ne prétends à rien du tout. Simplement, en fait, je pense que dans le monde actuel, et du haut de ma petite génération, à la fin des années 90, pour nous, on a vécu une utopie concrète, en toute honnêteté. Je pense qu'il y a une réponse, c'est la curiosité. C'est pour pas surcharger
certains théâtres, c'est d'aller voir des spectacles, d'aller découvrir des scènes, d'aller découvrir des lieux, d'aller découvrir des endroits, et en tant que comédien ou en tant que metteur en scène, d'aller à la rencontre d'autres comédiens, d'autres metteurs en scène, d'autres compagnies, et de voir à 360 degrés ce qui existe tout autour. Parce que là, en plus, actuellement, on est complètement sclérosé de l'entre-soi, par soi, en soi, de soi, pour soi, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, moi, ce qui me marque le plus actuellement par rapport à ce que j'ai vécu il y a 25 ans maintenant, c'est hallucinant comme le regard est rigué sur soi et plus jamais à 360 degrés, quoi. Donc le mot-clé peut-être, je ne sais pas, c'est la curiosité. Oui, je le sens au théâtre personnel. Non, sans avoir justifié, mais en tout cas, c'est un moment donné de se dire, par exemple, par rapport à votre spectacle, voilà, c'est de se poser la question autrement en allant voir un spectacle, dans quelle mesure vous sentez un lien plus fort. Un ami hier avec qui je discutais a parlé de frémissement par rapport à actuellement un monde assez aseptisé. C'est de voir qu'est-ce qui correspond un peu plus pour, ok, persévérer là où ça convient vraiment, il y a quelque chose qui parle vraiment, il y a un commun, une rencontre à mieux établir. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, et c'est aussi le principe que j'entendais parler du KS à Rissorangis. Du coup, je suis de la génération où il y avait pareil, les squats fleurissaient et c'était vecteur de tellement de choses, mais par la multiplicité des gens, des genres, des singularités, etc. Donc il y avait ce système de pollinisation, enfin j'appelle ça la pollinisation croisée, c'est comme une abeille va être attirée par la fleur en fonction de son rayonnement, de sa couleur, de sa richesse, etc. Et donc c'est de trouver un moyen. Alors le réseau c'est hyper intéressant, le réseau numérique c'est hyper intéressant parce que ça cible, mais finalement ça enlève du hasard. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du hasard pardon, je vais oublier votre prénom. Laurence De Magali. Oui, enfin, pardon, j'en perds mes mots, mais de retrouver ce qui fait sens, parce que, elle le disait elle-même, elle est passionnée, donc, et à un moment donné, il y a ce qui parle, ce qui est ludique, ce qui amuse, etc. Donc c'est soi-même de créer le lien, réhabiliter le hasard, qui fait que c'est pas la chance, c'est beaucoup plus riche que ça en fait. La chance, c'est pas tiens, à un moment donné, c'est le résultat de tout ce qu'elle vient de dire sur la persévérance, le fait de rencontrer 15 fois une personne et qu'à un moment donné, il y a des échos, il y a des résonances, il y a des réverbérations et des effets miroirs. Et aussi le fait moi j'ai retenu ce que tu as dit tout à l'heure, de rejoindre des réseaux et essayer d'être encore une fois pour vous c'est plus facile quand il y a eu un premier filtre, quand les personnes sont recommandées, ont déjà fait tel festival, tel dispositif d'accompagnement, donc c'est important d'être curieux là-dessus aussi et aussi essayer de rompre un peu avec la solitude. Oui, puis on sort beaucoup quand même, les directeurs de lieux. Hein. Nous, on aime bien être dans notre lieu. Moi, j'aime beaucoup être chez moi quand il y a des spectacles. Je trouve ça très agréable pour les artistes et pour le public. Mais on est, je sais pas, je vois entre 5 et 7 spectacles par semaine quand même. Et nous, on est 2, donc en plus, on se démultiplie. Donc on envoie quand même beaucoup de spectacles. Et je peux confirmer que mes collègues directeurs de lieux font la même chose parce qu'on se croise souvent dans les salles. Donc sachez qu'on se déplace quand même beaucoup. Est-ce que Elodie, Valérian, l'équipe de la DEP, vous voulez réagir à ces échanges? Moi j'aurais juste un conseil un peu, qui va paraître peut-être un peu bête, mais testez votre spectacle, testez-le sur des dispositifs ok, mais testez-le auprès de vos proches, testez-le auprès des sorties de résidence, montrez des petits bouts, c'est ça aussi, montrez-le, justement on parlait de réseau, montrez-le à d'autres jeunes qui sont avec vous dans les écoles ou dans les conservatoires, dans les facs. Pour répondre un peu à cette question, aussi montrez-le et sachez où vous êtes par rapport à votre spectacle. Voilà, peut-être un fait un peu.
Non, Est-ce qu'il y a mais des jeunes tester, qui ont partager. fait, est-ce qu'il y a des jeunes là, qui sont à la base des fusions, qui ont fait des diffusions? Voilà, parce que moi je tiens à vous dire comment Stéphane et moi avons vraiment admiré le travail que vous avez accompli sur ces 2 jours ou 3 jours. Je trouvais que c'était vraiment très agréable, très dynamique, sans concurrence, il y avait une entraide, tout avait été bien pensé jusqu'aux urinoirs qui étaient hyper originales, enfin c'était vraiment super. Et je trouve que des initiatives comme ça sont pertinentes, quoi, parce que c'était vraiment vous. Et je trouvais que vous avez amené un imaginaire, une douceur, une poésie que finalement on retrouve dans très peu de festivals, et ça vous appartenait vraiment complètement. Juste avant de prendre une question, peut-être avant le témoignage de Valérian, qui a fait, du coup, tu es toujours étudiant parce que tu es en thèse actuellement, tu as fait Actefac il y a 6 ans, depuis tu es passé par d'autres dispositifs, tu étais lauréat d'Arsena, Fragment, où tu en es aujourd'hui, après ce parcours et ces différents dispositifs où tu as pu être repéré. Voilà, quelle est ta position aujourd'hui? Pour répondre rapidement, oui, une série de réponses. On va dire qu'un dispositif en entraîne un autre. Effectivement, peut-être ce constat partagé, effectivement, qui a été abordé tout à l'heure, d'être parfois, d'avoir un peu l'impression de tourner en rond dans des dispositifs de repérage un peu, comment dire, parfois avoir vocation presque à devenir metteur ou metteuse en scène de maquettes, et que de maquettes, ou d'étapes de travail. Et c'est vrai que le pas à franchir est tout de même assez long et complexe. Là où j'en suis après Actefac et les différents dispositifs, que ce soit dans les dispositifs de soutien avec les écritures, ces dispositifs d'ailleurs qui, me concernant, ont été plus rapides, en tout cas dans mon parcours, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de signes et de distinctions rapides à l'endroit des écritures, qui a fait accélérer quelque part aussi mon travail de plateau. Actuellement, là, je travaille sur un peu en embouteillage étant donné le contexte, mais en gros sur 3 créations, voilà, sur les 4 à 5 prochaines années, on va dire. Et le but du jeu, c'est d'essayer de produire prochainement. Il y a des perspectives en Ile-de-France notamment pour jouer dans des spectacles qu'on a présentés à Fragment, voilà, en Ile-de-France dans un théâtre. Mais tout ça est un petit peu en train de s'inventer, de se faire. Et puis sinon, voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Est-ce que l'équipe de la TEP, j'ai vu que vous avez pris des petites notes, c'était pour intervenir ou c'est pour vous? Très bien. Alors, on retourne aux questions de la salle. Dans l'ordre dont elle est ici, là-haut, et ensuite je ferai les 2 du milieu. Alors moi, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt pour rebondir sur pas mal de choses que j'ai entendues. Et enfin aussi, en fait, c'est un peu une question que je me pose personnellement, qui est que je trouve ça extrêmement compliqué de se positionner dans l'émergence, en fait. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un mot fourre-tout, qui peut à la fois concerner des gens qui sont là depuis 10 ans et qui ont fait 50 dispositifs, et des gens qui débarquent et qui sortent, je sais pas, justement de la fac ou quoi. Et par rapport à l'honnêteté dont il était question, par exemple, quand on va se situer dans un dossier ou dans un mail, dans une discussion, je trouve que c'est extrêmement compliqué de se positionner parce que justement, cette notion d'émergence n'est pas hyper évidente. Est-ce que quelqu'un veut en proposer une définition autour de cette table? Il y en a plein des mots comme ça, il y a l'émergence, maintenant on parle beaucoup des amateurs, on nous dit qu'on demande à nos directeurs de faire un travail sur les amateurs et les émergents. On a eu il y a 2 ans les oubliés de la culture, c'est ceux qui viennent jamais dans nos théâtres. Donc il y a des mots comme ça qui sont très à la mode, mais effectivement tu as raison, un émergent il peut avoir 50 ans et avoir sa première mise en scène, ça veut donc rien dire. Il y a juste des équipes qui sont, moi je dis des équipes en devenir. Alors moi c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est que c'est celles qui ont été un peu repérées au niveau des professionnels qu'on a déjà. Et puis il y a les autres en fait, mais il n'y a pas de. Mais le mot émergent, vous êtes des jeunes équipes. Voilà, si vous n'avez pas vu sur un plateau, vous êtes une jeune équipe. Mais vous pouvez avoir 50 ans, 20 ans ou 70 ans, si vous n'avez jamais fait cette première mise en scène, vous êtes une jeune équipe. Et donc le positionnement de l'émergence, effectivement, ça ne veut pas dire grand chose, comme la différence entre un amateur et un émergent, il y a une vraie différence, parce qu'un émergent, il va dans la professionnalisation. Donc
problème d'argent et un amateur, il n'en vit pas. Voilà, ça c'est par exemple une question qui est hyper importante, parce qu'elle arrive en ce moment énormément du côté des politiques, à savoir gérer les amateurs, et je trouve que dans notre lieu aujourd'hui, c'est pas notre rôle on peut le faire, mais c'est pas du tout notre rôle, parce qu'on a déjà effectivement beaucoup à faire avec vous, puisque on voit bien que vous êtes en souffrance et que notre priorité est vraiment avoir un accompagnement encore plus fort sur les premières mises en scène et les sorties d'école. Est-ce que l'émergence, du coup, un peu basiquement, c'est pas, parce que tu disais, en gros, il y a les amateurs, mais c'est ceux qui se destinent pas à s'insérer professionnellement dans ce domaine. Donc les émergents, c'est ceux qui ont ce désir de professionnalisation, mais qui ne vivent pas encore, pour reprendre ce que disait l'équipe de la tête tout à l'heure, ne vivent pas encore de ce métier. C'est peut-être, du coup, une tendance un peu économique, l'émergence. Enfin, c'est un artiste en devenir parce qu'il ne vit pas de ce métier d'artiste. Je sais pas. Pas un artiste en devenir, mais juste de l'argent en devenir. Enfin, on est artiste même si on gagne. Oui, je parlais de métier. Oui. C'est bien. Moi, je disais juste, du coup, tu parlais du fait que c'est difficile de se positionner, mais même dans. Tu parlais des dossiers quand tu as fait le. Je parlais de l'honnêteté qu'on peut avoir, justement, et par exemple aussi, même ne serait-ce que par rapport aux dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, là, vous parliez d'un dispositif qui est pour les moins de 30 ans, une première création. Qu'est-ce que c'est qu'une première création réellement? C'est-à-dire qu'est-ce que une création qu'on a pu jouer 5 fois dans les salles du Crous, c'est une première création qui a déjà joué ou pas? Je trouve que c'est ambigu. Ça l'est, mais après on essaie. Voilà. Là, nous, le dispositif, c'est la première création qui se joue sur Paris en public. C'est-à-dire que c'est pas des sorties de résidence, c'est pas ce genre de choses. Par contre, par exemple, on a déjà pris des compagnies qui ont joué à Actefac, mais on se l'est vraiment posé cette question de savoir ils avaient déjà joué à Actefac, est-ce que du coup on est encore dans cette situation d'aide de première création et après on a été au coup de cœur aussi, parce que du coup voilà, on est sur l'humain et du coup c'est un peu, voilà, effectivement, émergence, c'est un peu tout et on peut tout mettre dedans, mais ouais, première création. Après, on fait beaucoup d'entretiens aussi. Donc on discute, on rencontre les gens et puis on parle, on voit est-ce que le dispositif est fait pour eux, est-ce que pas du tout, est-ce qu'on va les aider, est-ce que ça leur sert. Voilà, on discute et puis on prend les décisions après, on se rencontre. On va prendre une question encore, et après on passera au dernier temps de notre échange sur la question de la diversité. Désolée, c'est un peu le branle-gueule. Il y aura encore un autre échange à la fin, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas frustrés. Bonjour. Alors j'ai plusieurs choses à dire, un peu des réponses à la demoiselle qui a parlé en blanc et après des questions à vous. J'ai l'impression, moi là où je me trouve en ce moment, je débarque totalement dans les appels à projets, les dossiers, les trucs que je découvre, ça me paraît énorme. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc entre eux, se fédérer entre nous, c'est-à-dire entre jeunes, entre émergents, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu, mais c'est compliqué parce qu'en ce moment le contact est de fait interdit en soi. Et l'autre chose, c'est de créer des occasions de visibilité. Donc ces festivals que je découvre, etc. Là en ce moment je suis au Plateau Sauvage pour le tremplin Propulsion, on est dans les 6 finalistes avec ma première création. Et je suis vraiment entre ce truc entre voilà, se fédérer entre nous et peut-être du coup on évite cette situation de, je vais dire quémander, mais ces mails, ces machins, ces trucs où peut-être nous on crée des occasions entre nous et peut-être que ça attire. Je connaissais pas le festival Effusion, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est cette atmosphère-là. Et là vous venez et on n'est pas tout seul à envoyer des mails et où c'est nous qui toquons à l'immense porte. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai des amis qui sont au départ parisiennes et qui choisissent de retourner dans les municipalités de leurs parents, donc nos petits villages, nos banlieues, etc. Moi, je suis originaire de banlieue parisienne et j'essaye d'aller vers là. Je ne sais pas si ça peut être une
réponses pour créer cette trésorerie, cette petite trésorerie pour, je sais pas, un autre festival, Avignon, qu'on essaie. Enfin, je sais pas si ça peut être une forme de réponse, ça se trouve c'est une grande naïveté, vous le savez déjà, mais moi je le découvre de ce côté-là, parce que c'est des gens qui nous connaissent, et j'étais à l'école avec un tel, mon père faisait du rugby avec machin, je demande un rendez-vous et trucs, et ça crée des occasions, des partenariats avec les écoles, voilà, une sorte d'insertion dans le territoire. Je sais pas. Si, c'est très juste, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est un conseil qu'on fait régulièrement à toutes les compagnies Actefac. Acté, souvent, c'est de domicilier leur association hors de Paris, mais du coup, c'est un peu absurde comme situation, parce que finalement, c'est des gens qui vivent à Paris, qui ont tout leur réseau quand même à Paris, et qui retournent, je sais pas, donc, au fin fond de la Bretagne pour implanter leur compagnie. Enfin, ça crée aussi des tensions, des trucs un peu étranges. Et du peu que j'ai essayé de, comme il n'y a pas grand-chose, j'essaie d'appeler des gens et tout ça pour demander justement là-dessus, entre retourner, faire à Paris, et apparemment les deux peuvent coexister, donc moi j'essaie de faire ça. Et l'autre chose, c'est que j'ai contacté, et après dernière chose, j'ai contacté un collectif qui s'appelle Déter à Rennes, et qui est un collectif, c'est vous? Ah non. Ah d'accord. En gros, eux, c'est une question que je pose à Laurence, c'est ça? Oui, bon. En fait, on se demandait, eux, ils essayent dans leur région de créer des rendez-vous pour demander une forme de solidarité entre les compagnies confirmées et les compagnies émergentes, bien qu'on ait bien compris qu'émergent, ça veut tout et rien dire. Il y a immergé maintenant, sous l'eau, et émergent, bon, enfin, on n'en sait rien. Mais en tout cas, de créer des solidarités entre les confirmés et les émergents pour demander aux directeurs de salle ou aux programmateurs si ce serait possible d'imaginer une sorte de dispositif de première partie, comme dans les concerts. Enfin, ils essaient d'imaginer comment ce serait possible de concilier ça. Et je ne sais pas si c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous, directrice de cette salle, que moi j'aime beaucoup en plus, est-ce que ça, ce serait dingue d'imaginer, ou est-ce que ce serait possible, ça permettrait de proposer des sortes de maquettes avant une compagnie confirmée. Voilà, c'est un peu plein de choses, mais je voulais partager mes petites réflexions. Merci. Ça se situe dans la même objectif. C'est pour ça. Oui, je voulais du coup, c'était pour répondre à autre chose, mais ça rebondit sur ta question. Moi, il y a un vocabulaire qu'on a employé là collectivement, qui est celui, un mot particulièrement qui moi me pose problème parce qu'il ne veut rien dire, qui est le mot de hasard. C'est-à-dire que vous dit, selon le hasard, vous allez réussir. C'est-à-dire que les fruits de notre travail et le temps qu'on a passé ne compteraient pas. Le hasard, c'est un peu comme dire, Inch'Allah, vous allez réussir dans le théâtre. Grâce à Dieu, vous allez réussir, pour être un peu plus large. Et moi, je trouve que ça pose problème par rapport au travail et au temps, c'est-à-dire à la précarité dans laquelle on est, dans laquelle on est maintenu aussi. Tout notre quotidien dans le travail, on nous dit simplement, et loin de moi l'idée de m'opposer à qui que ce soit, je parle d'un point de vue institutionnel, hein. Mais on nous dit effectivement, c'est attendez, certes de la patience, attendez, vous allez réussir. Mais on n'a pas de moyens. Alors plutôt que de faire une critique qui serait stérile en disant simplement ça, effectivement, la réponse serait une question de se fédérer ensemble pour trouver déjà des solutions et proposer des solutions à des gens qui sont déjà débordés par le travail. Je pensais à vous, madame Laurence, c'est ça non, je suis désolé, j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Vous avez tous le programme avec le nom des invités en plus. Désolé, vos propos sont comme les propos de la totalité des directeurs, c'est que vous êtes débordés pour le travail, vous n'avez pas le budget suffisant, vous n'avez pas le temps, et c'est vrai. Et donc, pour pallier à cet endroit-là, collectivement, nous, on peut se fédérer pour effectivement proposer des solutions qui pourront aider les gens qui sont à l'intérieur des institutions, des théâtres, etc. etc. Donc effectivement, ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense que le fédérer les compagnies, et là j'utiliserais vraiment le vocabulaire d'immerger, parce que nous sommes maintenus sous l'eau, je pense que c'est plus une solution, c'est un outil qui nous permettrait d'apporter une solution à certaines problématiques qui nous sont propres et qui sont propres aussi à l'institution et au théâtre public en général.
Encore une fois, c'est pour ça qu'on est là en fait. Ah oui, excusez-moi, je termine juste parce que nous sommes en lien avec DETER. Je fais partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération des Pirates du Spectacle Vivant. Pour ceux qui sont intéressés, je fais un peu de racolage, je suis désolé. Mais disons que notre objectif, nous, effectivement, c'est de rassembler. C'est-à-dire qu'on remarque effectivement une division au sein des acteurs du spectacle vivant, acteurs au sens large, et Acté par exemple propose une solution avec ses idées de speed dating, ses idées de rencontres artistiques que je trouve très très intéressantes, et il ne faut pas attendre que ça soit fait, il faut nous le faire actuellement, apporter des processus, des méthodologies, et les faire s'enrichir au contact d'Acté, et les faire fructifier avec des gens qui effectivement cherchent à développer ces systèmes-là. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps non plus. Vous avez Cyril Dess aussi comme artiste, qui a eu un long processus avant de devenir ce qu'il était, ce que je disais tout à l'heure. Cyril accompagne énormément de jeunes équipes qui fait ce travail-là, par exemple. Donc il y a quand même aussi des metteurs en scène, de directeurs de CDN ou pas, qui font ce travail d'accompagnement pour les équipes. Alors on va juste arrêter pour les questions. Très très bref, vas-y. C'était juste pour dire, en fait, le Festival des étudiants, c'est super aussi parce que c'est pas à Paris. C'est un peu bête de dire ça maintenant, mais il y a de la place, il y a une manière de gérer le public différemment, d'avoir un autre type de relation, parce qu'en fait, on ne parle pas de public là encore. Et je pense que ça sera à nous, en fait, de trouver des publics. Et voilà, c'est une grosse charge, en fait. Ça sera vraiment notre travail, en vrai. Et que je pense que patience, c'est pas un bon mot, mais persévérance, ça l'est. Patience, c'est attendre derrière son téléphone qu'il se passe quelque chose. Et persévérance, c'est essayer de trouver une façon que ça se fasse. Nous, on s'est délocalisé en Normandie, on va essayer de trouver des gens, en fait. On a de l'espace pour travailler. Et je pense que c'est d'essayer de voir par où il y a la place. Il y a la place, en fait. C'est juste que c'est pas forcément l'idée qu'on se projette, mais il y a toujours une manière de passer. Et merci Montfort, parce que, par exemple, des théâtres comme ça, il y a des petites salles qui permettent de se lancer, en fait. On ne peut pas se projeter sur un truc, sur un plateau comme ça, en fait. Et vous avez raison de ne pas nous le donner, on ne remplirait pas la salle, c'est pas logique. Mais, par exemple, des petites salles, des choses dehors, le Festival Paris-Lévé, enfin, il y a plein de... Il faut trouver par où, quel espace, quelle relation publique on veut créer, et du coup, quels sont nos bons soutiens. Ça sert à rien de lancer du monde. Et trouver les brèches, trouver les publics, je pense qu'effectivement, aborder ces questions par le prisme du public est intéressant, parce que pour le coup, il y a une demande de plein d'endroits, et je pense vraiment que toutes les jeunes compagnies face à nous aujourd'hui, vous êtes nombreuses à réinventer le rapport au public, donc il y a des endroits à investir hors des salles de théâtre, avec les salles de théâtre, il y a plein de choses à faire, et peut-être juste vous faire réagir à cette idée des premières parties. Ça vous semble, je ne sais pas, qui veut réagir à cette idée de faire des premières parties théâtrales comme c'était fait au cinéma? Ouais, c'est un peu plus compliqué là. Peut-être effectivement hors Paris, mais nous quand même, quand on commence à 20h30, on voit les gens arriver essoufflés, hyper fatigués. 1 heure d'embouteillage, parce que le 15e c'est quand même en plus un arrondissement qui n'est pas très facile d'accès. Ça serait compliqué pour nous de faire la première partie. Ce qu'on fait nous en revanche, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a donc fabriqué une deuxième, ce qu'on appelle la cabane, la petite salle, et souvent on fait des spectacles plus fragiles dans cette salle, qui ont lieu à 19h30 ou à 19h30, et les gens peuvent enchaîner ensuite avec un spectacle dans la grande salle. Donc ça, on essaie de combiner ça, mais il faut quand même qu'il y ait un aller-retour, qu'il y ait un peu une cohérence pour que le public ne parte pas d'un univers à un autre et qu'il a juste un monde pour voir un vrai. Mais faire une première partie, une deuxième partie, c'est compliqué quand même, parce qu'il y a une notion effectivement de public, quoi, et puis il y a un changement de décor, un changement de plateau, il n'y a pas le même public, donc on n'a pas toujours le même public pour les mêmes spectacles. On a un public très différent, et on le voit, nous, au Montfort, on a parfois un public très jeune, parfois un public très âgé, selon si on fait des pièces de répertoire ou autre chose, ou plus classiques. En plus, on est pluridisciplinaire, donc il y a aussi des publics qui ne se mélangent pas. On voit qu'on a des publics de danse, de théâtre, de cirque, de marionnettes. Là, on a un public, ça c'était aussi une volonté de Stéphane et moi de se dire que fallait absolument que le public essaye de voir un peu toutes sortes de choses. Donc, on a fait un festival qui s'appelle Les Illusions, c'était nos illusions. De se dire que, comme je reviens tout à l'heure, sur la curiosité d'aller voir un peu ce qui se passait chez les autres. Mais dans la première partie, enfin en tout cas, je pourrais toujours réfléchir, hein, mais... Je parlais plus dans l'absolu, pas forcément ici. Mais c'est un peu plus compliqué, quoi. En
revanche, bah, c'est ce qu'on devait faire. Avec Arsenal, on fait des lectures, par exemple. On devait le faire, parce qu'avec le Covid, on n'a rien fait, mais on avait des lectures avec donc des tout jeunes metteurs en scène, et qui après, voilà, on invitait le public à aller voir la lecture, et ensuite, on les invitait à aller voir un spectacle. Merci. On arrive doucement à la fin de cet échange. On avait, nous, une dernière question. On va vous laisser réagir et puis après, on laissera la salle aussi, encore une fois, poser ces questions. On pourra ensuite passer un petit peu de temps au foyer, donc voilà, discuter de manière plus informelle avec grand plaisir. Au soleil, ouais. Nous, en tant qu'actés, on se pose une question sur la parité et la diversité au moment du repérage artistique. On s'est rendu compte l'année dernière, en sélectionnant les compagnies Acté Fac, enfin la fin du parcours avant le festival, pour le coup la parité était respectée. Il y a beaucoup de jeunes metteuses en scène étudiantes qui disparaissent ensuite et qui s'évaporent. Plus l'insertion professionnelle arrive, plus les femmes metteuses en scène disparaissent. Nous, on s'est rendu compte au moment de ces sélections qu'il n'y avait que des blancs face à nous. Et ça nous a un peu heurtés. Et voilà, du coup, on voulait... c'est un peu une question d'ouverture, mais comment... est-ce qu'au moment du repérage artistique, c'est une question qu'il faut prendre en charge? Est-ce que, par exemple, Élodie, vous le prenez? Est-ce que vous programmez moitié homme, moitié femme? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou pas du tout? On parle de diversité homme-femme, de genre, bien sûr, de parcours. Acté a pour ambition d'accompagner des jeunes artistes, pas forcément sortis des écoles nationales, donc il y a aussi cette diversité des parcours, de personnes racisées, ça peut tout toucher, mais est-ce que l'invisibilité sur les plateaux, ça se pose pour vous, et comment est-ce que vous y répondez ou pas? Alors du coup, là, pour tout ce qui est diversité, on a ouvert très largement à toutes les écoles, donc, du coup, et tous les conservatoires, les diverses écoles, les diverses facs. Donc du coup, là, on a vraiment élargi en termes de diversité de programmation. Ensuite, pour les parités, c'est assez rigolo parce que maintenant, mon équipe, elle est majoritairement féminine. Et du coup, on s'est rendu compte, mais alors là, on s'est rendu compte, une fois qu'on avait programmé, qu'on avait beaucoup plus de metteurs en scène et de comédiennes sur le plateau, finalement, dans notre programmation de la saison dernière, que d'hommes. Donc ça a été assez rigolo, on s'est fait le constat après. Là, c'était pas une... C'était un hasard. C'était un hasard parce qu'il a été vraiment un hasard vu que du coup le comité de lecture est féminine et que j'ai une régisseuse et qu'on est une équipe majoritairement féminine. Je ne sais pas si ça a été un hasard, mais ça l'a été. En tout cas, on l'a constaté une fois qu'on a programmé. Mais après, oui, la diversité et la parité est importante. Ça n'est pas un critère. Vous ne mettez pas des quotas, tant d'hommes, tant de femmes On ne le met pas, mais finalement on voit dans les faits qu'on le fait, sans se le mettre en critère. Ok. À la TEP 3, quand vous sélectionnez, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Pas du tout. Vous êtes vraiment juste sur l'artistique, ou est-ce que l'origine du porteur ou de la porteuse de projet importe au moment de la sélection? Nous, les projets qu'on reçoit sont des projets étudiants, et c'est vrai qu'il y a quand même un microcosme social sur les études théâtrales au sein d'une fac. Donc effectivement, il y a beaucoup moins de personnes racisées, mais il y a aussi beaucoup de personnes politisées. Et donc on a tous les ans, systématiquement, un ou plusieurs projets qui sont très à jour sur nos pensées politiques, donc le féminisme, l'écologisme, etc. L'écologie. Et en fait, la question, elle ne se pose pas. Parce que le fait est qu'on reçoit plein de projets de façon plutôt paritaire, par contre pas racisée. C'est vrai que du coup, quand on reçoit un projet qui est sur ce sujet-là, chaque fois on se dit « Oh, un projet différent, ça nous intéresse ». Il y a quand même dans une fac aussi des échanges internationaux, donc des membres internationaux dans l'association, donc des gens qui ont un regard sur ça en se disant « C'est un sujet hyper intéressant ». Donc en fait, finalement, le brassage se fait un peu par le microcosme social qu'on est de l'université. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées quand même. Voilà, mais on ne va pas chercher les personnes où on ne fait pas des quotas. Ça se fait assez naturellement. Et pour la programmation du Montfort, comment est-ce que vous la composez? C'est vraiment un sujet polémique, on termine sur un sujet hyper polémique. Non, alors moi on est deux déjà à diriger, je suis une femme et Stéphane est un homme. Alors dans notre équipe, effectivement, c'est une équipe très féminine aussi dans notre théâtre.
mais c'est pas volontaire, c'est vraiment voilà, un recrutement qui fait qu'on était plus attiré par des candidatures de femmes. Et pour ce qui est de la programmation, alors c'est compliqué parce que moi je me refuse de dire on fait 50-50. Je sais qu'il y a des directeurs parfois qui m'appellent et qui me disent t'as quoi comme nom de femme metteuse en scène parce que je n'ai pas mon quota de femmes. Et justement moi je me refuse à ça. Je me refuse à me dire qu'on va faire 50-50. Ça n'a pas de sens. Pour moi, une femme, un homme, c'est l'égalité parfaite. Je suis une féministe, pas radicale, mais une féministe. Voilà, donc je prends des femmes si les femmes m'intéressent, je prends des hommes si les hommes m'intéressent. Parfois, il y a plus d'hommes que de femmes, parfois, il y a plus de femmes que d'hommes. Parfois, on commence une saison, il n'y a que des femmes, et les femmes arrivent après, et les hommes arrivent après. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a beaucoup de collectifs aussi. Nous, on est quand même très... enfin, c'est un hasard, on a souvent beaucoup dans les brochures du collectif. Donc, mixte, hommes et femmes. Mais je me refuse au 50-50. Pourquoi? Parce que cette idée du... Alors, qui est intéressante, hein, je ne vais pas dire que c'est intéressant pour nous femmes, parce qu'on s'est rendu compte avec cette parité que finalement on existait très peu, notamment par exemple dans des CA, on se rend compte que dans les CA on n'était pas du tout représentés, et qu'à plein d'entre eux on n'était pas là. Donc je suis pour ce qui se passe actuellement. Parfois ça me choque un peu, parce que moi on m'a souvent appelé pour me demander de venir participer à des réunions ou siéger dans des colloques, et puis je me suis rendu compte que finalement on m'appelait uniquement pour ma paire de seins, parce qu'en fin de phrase on disait bah, c'est bien parce qu'il manquait des femmes. C'était très vexant en fait, de se dire qu'on est juste appelé, c'est pas très intéressant. Et de la même manière, je ne prendrai pas, pour ces raisons-là, je ne prendrai pas, s'il nous manquait des spectacles, je ne dirais pas que je vais prendre 3 spectacles de femmes pour faire la parité, et puis 3 spectacles de femmes que je n'aurais vu et que je n'apprécierais pas. Parce que quand on vous prend dans nos salles, eh bien, il faut aussi savoir vous défendre. Il faut déjà apprécier le spectacle ou pas si vous avez vu, c'est une création, mais quoi qu'il arrive, une fois que vous aurez joué chez nous, et une fois qu'on va être confronté à notre public qui va nous parler après, aux professionnels, à vos amis, un peu importe, eh bien, il va falloir savoir qu'il va falloir qu'on le défende notre spectacle. Et quoi qu'il arrive, même si votre spectacle n'a pas été une réussite pour vous, etc., et ben nous, notre rôle en tant que directeur, c'est de dire ce spectacle, moi je le défends pour telle et telle raison. Et je ne me verrais pas dire à un public ce spectacle n'a pas vu, c'est normal parce que j'ai pris une femme, parce que il manquait des femmes dans la programmation. Donc voilà, c'est toujours très ambigu, c'est compliqué en ce moment parce qu'on est à fond sur ce sujet, et tu sais, si je le défends et j'en suis d'accord, et c'est bien ce qui se passe en ce moment, c'est bien que ça réagit. Moi, je suis d'ancienne génération, celle où on avait vraiment la référence de nos grands-mères, etc. On avait Simone Veil, on avait le droit à l'avortement. Enfin, ça revient aujourd'hui en cause, ce qui ne l'était pas quand tout le monde était jeune. On avait plus de liberté. Aujourd'hui, les femmes en ayant, puisqu'on peut même plus se promener les seins nus sur les plages, parce que pareil, ça se fait pas. Donc, on a un retour en arrière qui fait qu'aujourd'hui, ça réagit fortement, et c'est très bien. Après, voilà, c'est toujours angoissant parce que quand je vois que la mairie de Paris, Anne Hidalgo, pour avoir embauché trop de femmes, a une amende de 90 000 € parce qu'elle n'a pas eu la parité, je trouve ça vraiment minable. Voilà, donc voilà, c'est un sujet compliqué, mais en tout cas, chez nous, voilà, on aime les femmes, on aime les hommes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a tout le monde, et on ne fait pas de distinction, en fait. C'est vraiment... On ne la voyait pas comme polémique, cette question, plus une question d'ouverture, et c'est vraiment pareil, parce qu'on se la pose, et en fait, on est à cette charnière entre... l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, on est vraiment à l'endroit où les femmes s'évaporent, par exemple. Enfin, nous, on les voit toutes arriver, postuler avec des facs, etc., et on les voit toutes disparaître 5-10 ans après. Donc c'est vraiment on est à l'endroit de cette évaporation, donc c'est pour ça qu'on se pose la question particulièrement. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que quand on voit des jeunes équipes, j'ai l'impression qu'on voit plus souvent les hommes 25, 26 ans, qui sortent des écoles et tout de suite montent un projet. Entre 25 à 27 ans. Et j'ai l'impression de voir les femmes arriver un peu plus tard. Donc on les voit plus tard sur la scène. Par exemple, je pense à Katia Ferreira, qui est en train de monter en ce moment, mais qui est arrivée très tardivement. En fait, il y a 2 ans qu'elle est arrivée, elle va avoir 30 ans. Donc on voit plus les femmes arriver. Effectivement, j'ai l'impression qu'on les voit pas à un moment donné, mais on les voit arriver plus tard. Voilà, elles ont laissé 3-4 ans, elles étaient en compagnie. Enfin, c'est un peu, moi, c'est le ressenti qu'on a enfant, parce que souvent on a des femmes metteuses en scène qui ont été d'abord comédiennes, qu'on a connues comme comédiennes, qui montent leur mise en scène un peu plus tardivement en fait, que les hommes. Alors pourquoi, je ne sais pas, je peux répondre parce que moi je ne sais pas. Je suis plus à l'école. Moi je voulais juste dire parce que je n'ai pas pensé, mais on n'est pas du tout représentatif, on est 2 hommes, l'association c'est 90% des femmes, enfin, on est quoi, on est 5 mecs dans l'assaut et 20 femmes, donc et nous 2 qui sommes là, super. Et je pensais aussi qu'en ce moment, on pense beaucoup metteur en scène, le chef de projet, la personne unique, mais qu'il y a de plus en plus de projets qui justement essayent de passer outre le concept d'un metteur en scène qui
peut paraître patriarcal. Bon, ça c'est mes pensées, c'est pas celle de la tech. C'est une personne qui dirige d'autres personnes et qu'il y a de plus en plus de projets collectifs, mais qu'on est toujours regroupé derrière un nom. Ça a aussi un rapport avec cette histoire de visibilité, un nom, toujours un nom, alors que finalement, ça commence à se développer, les projets où c'est pas un nom, c'est un collectif, une chose ensemble, artistique ensemble, et voilà. Merci. Il nous reste 10 minutes, on va prendre encore 2 questions, et puis après on continuera dehors. Il y en a trop. On va faire paritaire. Sylvain, ça fait longtemps qu'il attend, non? Donc Sylvain et puis une des filles, voilà, une fille. Merci beaucoup. J'ai une question qui s'adresse à presque l'ensemble de la table. Comme vous avez commencé en disant qu'on va vivre une période assez particulière pendant 2-3 ans, avec notamment tous les reports de spectacles. Et moi, la réflexion que je me fais, si je vois le côté négatif de la chose, je vais me dire, ouais, ça va être 2-3 ans où il va y avoir des reports de spectacles, où quand on dirige une salle, on va avoir tendance à prendre moins de risques et tout ça. Et j'ai envie de le prendre de l'autre manière, c'est-à-dire, on va vivre 2 ans, 3 ans très particuliers. Quand on est dans l'émergence, d'après vous, comment ces 2-3 années, qui, quoi qu'elles arrivent, seront bizarres, on peut les mettre à profit dans l'émergence? Où est-ce que ça va se jouer? C'est une question très ouverte, c'est plus une piste de réflexion. Je voulais avoir un peu vos avis sur ce sujet-là. Quelqu'un va répondre? Moi j'ai envie de dire en rejoignant Acté, en bossant à fond, faire des trucs ensemble, quoi. Et moi j'ai envie de dire 3 ans c'est beaucoup, hein. On ne va pas exagérer non plus, là, ça c'est là. On a des vaccins, tout le monde s'occupe de nous. Non, ça va être terminé. Non, je pense que l'année prochaine, ça va être ça bouchonne, voilà, ça bouchonne parce qu'effectivement on a des compagnies qu'on a reportées, on va essayer de les programmer, mais ça n'empêche que par exemple nous, sur 35 spectacles qu'on a l'année prochaine, on a quand même je sais plus, Stéphane, on a 10, 12, on a 12 créations quand même, enfin 12 personnes, voilà. Donc je pense que quand même tout le monde va jouer le jeu de prendre, on ne va pas refaire la même programmation. Et quand tu as 2-3 ans, non. non, ça va s'arrêter là, on est sorti du Covid là. Non, là vous allez me déprimer là, non, c'est fini. Non mais c'est vrai que pour les jeunes compagnies, du coup cet effet d'embouteillage retarde les moments où elles peuvent être programmées. Moi j'aurais tendance à dire aussi qu'encore une fois on parlait des publics tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi le moment d'aller explorer des territoires, d'aller rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire auxquels on n'aurait pas pensé, d'être aussi, de changer d'attitude, enfin de ne pas être dans cette attitude d'attente, de patience, comme on parlait tout à l'heure, mais d'être actif et d'aller, ça fait un peu naïf d'un côté ce que je dis, je m'en rends compte, mais en même temps j'y crois un peu, quoi, et essayer d'aller voir pas forcément des acteurs de la culture. Non, puis si, mobilisez-vous quand même, parce que Roselyne Bachelot, elle nous dit tous les jours qu'elle donne plein d'argent à la culture. Bon, déjà, nous, on ne l'a pas vu venir, mais surtout, elle donne à des compagnies. Alors, et c'est normal, elle donne à des compagnies qui sont déjà sur le marché pour les aider à continuer qui ont des grosses équipes, à continuer à payer leurs administrateurs, leurs producteurs, etc. C'est tout à fait normal. En revanche, vous faites partie vraiment des équipes sacrifiées, puisque si en plus il n'y a pas l'année blanche, j'imagine que vous êtes tous intermittents, mais vous êtes terrorisés, parce que si on ouvre nos lieux... La plupart sont pas intermittents. Vous n'êtes pas encore intermittents. Vraiment pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le moment... Non, je plaisante. Non, en ce moment, en tout cas, c'est le moment de vous mobiliser, parce qu'effectivement, là, il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis de l'État sur des compagnies structurées, mais très peu sur des jeunes compagnies. Et c'est le moment de mobiliser, de dire, mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que là, vous avez tout à jouer. Vous avez, alors pour certains, pas l'intermittence, déjà d'une part, et d'autre part, vous savez que effectivement l'année prochaine va être compliquée. Mobilisez-vous et montez au front. Là, en ce moment, il y a des moyens mis pour la culture de ce côté-là. Et profitez-en, ça va pas durer longtemps, je pense. Mais je sais qu'effectivement, ont été aidés les grosses compagnies dont on a besoin, qui sont aujourd'hui
sur les planches qui sont hyper importantes, elles sont très structurées, elles sont très grosses. Donc il y a eu des aides apportées pour toutes ces compagnies qui n'ont pas tourné. Mais moi, je monterai au front là-dessus aussi. On se sera entendu. Du coup, on va prendre une dernière question. Bonjour, je suis Laure Marion, je fais partie du collectif L'eau. C'est pas vraiment une question, c'est juste vous dire que quelle salle, et on se connaît tous. Je vois des têtes avec qui j'étais en première année de licence, des têtes avec qui j'ai fait mon master, des gens avec qui je travaille à l'Odéon, des gens qui innovent, qui ne font que créer, des gens qui étaient avec nous au cours Florent, des gens on se connaît, et je suis hyper fière qu'on soit encore là, malgré cette année qui a été horrible, qui a été un bain de sang. Putain, quelle fierté quoi, d'être encore là, à se poser les questions, à essayer d'innover, à essayer d'avancer. Je suis hyper fière de nous, parce que c'est très dur, et on le sait. Mais voilà, croyons-y, continuons encore un peu. Et merci pour toute cette énergie. Et ce genre de réseau, bien sûr que c'est l'avenir, bien sûr que c'est ce qu'il faut continuer à créer. Et voilà, continuons. C'est pas une question, c'est juste merci. Et en avant, toujours. Merci beaucoup. On va finir du coup avec Valérian qui voulait nous lire quelque chose. Avant d'arriver en retard, j'en ai profité pour quelques lignes. Je vais essayer de le lire, j'espère que mon portable va pas s'éteindre parce que j'ai plein pour ça. C'est un peu l'histoire de ma vie, 1%. Madame, Monsieur, par la présente, nous vous informons qu'une mesure relative à la décision du dossier N784 à l'endroit du ciel, du trouble, du tout fera l'objet d'un regret, d'un je sais pas, d'un ouin-ouin, d'un riri, d'un cool, je vais, j'y vais pas, j'y vais pas, d'un oula, hi-hi-hein. Madame, Monsieur, avant le regret, avant le plaisir, 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 avant le regret, avant le plaisir de vous informer que bilan blanc, malgré les qualités, la taille et la force de vos dents, de vos langues, de vos cils, de vos mains, faites à tout, à attraper surtout. Madame, Monsieur, informons que dorénavant, il faut faire risette au bout du d'à côté, regarder la lune d'un seul œil, et puis surtout la mèche, tu la mets comme il faut, tu sens bon, la crème jolie pour se prémunir du soleil prévisionnel d'un malaise N+2 qui, nonobstant par la présente au hasard et souvent, marche la vie sur la pointe des pieds, marche la vie sans déranger, compte tenu des comptes de nuit, prière de se frayer la fille, défrayée, eu égard de la gloude principalement arrangée, j'arrange le trouble tout de votre dossier pour un bon, pour un beau, le fait tout pour le flot, fait coucou sans défaut, instance mandatée par la présente, faisant acte de fuite dans la zone en pièce jointe, regarde les grandes volutes à côté d'une contrebande la déroute quand nos cils d'or se touchent, c'est la lutte mise à demeure au paradis joli où il n'y a rien à faire cascailler les miches que de regarder les parures, les absences de Madame Monsieur. Alors, me référant au corollaire explicite d'un ciel, comme toi maintenant, je garde dans mon cœur des idées qui ne sont jamais tellement mon âge. Ah, et puis, requérant l'examen, Gougoune, la gêne, mi-timide, mi-cuite à l'étouffer, se rappelle d'Isabelle, la beauté qui, nu-pied sur l'estrade, parlait d'exphrasis, consolatrice et rigolote, à fondre dans ses rhodoïdes, les reliefs, les cicatrices, et à la fin, que voulez-vous, on plie, on met des chaises sur la table, et silencieusement on se regarde, mais rien à faire, on débusque ramollo, et que voulez-vous, la peine dans le seau quand il n'y a rien à suivre, la ligne de son budget timbre vers les rigoles quasi rudes, et la rouille papale pour un nez jaune paille et jaune dramatise à cause de ses cheveux frises, les petits mondes de sa cellule case qui a plus qu'à respirer fort au terme du décret d'application, et mettre de l'ordre dans ses classeurs, ouais à mon avis, ouais à mon avis, ouais à mon avis, ouais à mon avis, ça va, ça peut marcher. Quand il y a les yeux pour boire, pour croire un tout petit peu au reflet, et se la faire un petit peu dans la volupté décorative, dans le meaning acrobate, dans le standing des ovations, et faire de la poésie lyophilisée comme ça, dans la poudre de l'eau déposée, secouer fort pour la beauté, boire avec une paille percée, on s'arrange un peu comme ça peut, un cœur rapide pour la chanson à mesurer, battre la pulsation, l'hiver, la nuit, moi je suis un curseur, et les mots par la lumière m'arrivent en convoi sur les lignes, je les suis, j'ai beau courir, fuir, je tombe toujours dans les annexes, d'un ciel qui ne se dessine pas, qui se décide plat, qu'est-ce que je peux faire? Alors je tresse des mots comme de la paille, on pourra bientôt en faire des chaises et s'asseoir dessus. Merci beaucoup Valérian pour ce cadeau. Merci à tous et à toutes pour ce moment. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, pas trop déprimant. Ça va le faire, on va y aller. La prochaine rencontre, c'est le 10 avril au Théâtre de la Cité Internationale. Et voilà, allons boire un verre au soleil. Et on va
C'est des beaux métiers, c'est compliqué, complexe, j'aimerais parfois long, je le répète, mais en tout cas c'est des beaux métiers, continuez et surtout lâchez rien, vraiment, vraiment, allez-y. Vous êtes des passionnés, c'est des métiers passionnants, voilà. Allez-y et je vous souhaite une belle année, une belle fin d'année en espérant que les théâtres vont ouvrir dans pas très longtemps. En tout cas, pas de problème.